Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. Non. On a dit quand il y a une dame, on arrête les bêtises. Donc il y a Félix et à Sergio et on est super heureux d'avoir notre invité d'honneur aujourd'hui. J'ai nommé Hélène. Hélène, comment vas-tu ? Je vais très très bien. Bon, je précise qu'on est quand même là, hein. N'est-ce pas Félix ? J'ai fini par introduire de force comme ça vos deux noms. Hein. Voilà. Mais en effet, Hélène est dans les studios et c'est un plaisir de te recevoir, Hélène. C'est gentil, c'est un plaisir d'être invité. On se connaît pas. Non. On se connaît, moi je te vois parce que tu gravites dans l'environnement de Serge et on s'est dit ce serait cool de faire un épisode autour de ta personnalité. Ok. Et j'introduis ça parce que le podcast du Monday Meeting que tu n'écoutes pas encore. N'est-ce pas ? On voit les vrais amis. Balle perdue. L'idée c'est une vraie discussion. D'accord. Voilà. C'est pas un tuto, c'est pas... Voilà. Donc on est vraiment en détente. C'est sexiste ça ? Hein ? Pourquoi il a dit tuto ? Si j'étais un mec, il aurait dit ça ? Ouais, je le dis dans chaque épisode. Ouais, ça va être... Mais ça se voit qu'elle écoute pas. Ouais, ça t'écoute pas. Donc non, c'est une vraie discussion. Ok. Elle est genrée, la discussion, mais elle est pas sexiste. D'accord. C'est bon ou pas ? C'est bon. Ok, on peut continuer. On peut continuer. On y va alors. Hélène, je vais te laisser te présenter. D'accord. Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Hélène. Mm-hmm. Je suis une amie de Serge depuis plus de 10 ans, que j'ai rencontré par rapport à son art, ce qu'il faisait. Du coup, ça m'a interpellée, j'avais envie de travailler avec lui. Mm-hmm. À l'époque, j'étais étudiante, je crois. Je faisais du mannequinat aussi. Ensuite, j'ai fait un concours de Miss. Donc, j'ai fait Miss Côte d'Ivoire France, qui m'a fait participer à Miss Côte d'Ivoire. Ok. Et ensuite, j'ai fait un concours panafricain que j'ai gagné aussi. Ok. Du coup, ça a été un gros, on va dire, propulseur à l'avant de plein de choses, puisque je voulais travailler dans les médias, je voulais travailler dans la com. Mais je manquais d'expérience, du coup, je suis revenue en France reprendre des études dans la communication, à Lyon. Et ensuite, je suis partie vivre en Côte d'Ivoire pour 4 ans et demi. Alors, tu as dit 1 million de choses qui nous interpellent. Du coup, on a fini. À la prochaine. Voilà. Allez, bonne soirée. Et maintenant, dans cette discussion, on va revenir un peu en détail du coup sur ce parcours. D'accord. Tu dis, je reviens en France. À la base, tu es d'où du coup ? À la base, je suis de Paris. Ok. Je suis née, j'ai grandi à Paris. Mais j'ai toujours voulu avoir une expérience à l'étranger. Donc, comme beaucoup, je pense à l'époque, je voulais partir vivre au Canada ou aux États-Unis. Mm-hmm. Mais c'était compliqué pour les papiers, etc. Et l'année où j'ai gagné Miss Côte d'Ivoire France, il s'avère que j'avais eu mon visa pour travailler aux États-Unis, au Canada. Ok. Voilà, donc c'était soit je partais au Canada, soit je partais en Côte d'Ivoire. Et je suis partie en Côte d'Ivoire. Ok. Et au final, je suis très contente parce que je pense que j'aurais pas voulu vivre sur le continent si j'avais eu mon expérience canadienne. D'accord. Voilà. T'es d'origine ivoirienne ? Oui. Ok. Je suis ivoirienne et algérienne. C'est important de le préciser. C'est important. Les peuples modestes. Trop modeste. Les trop peuples humble. peu bruyants. Un peuple de champions, s'il te plaît. Voilà, bon. Je sors pas le drapeau, On valide les 3 étoiles. Je sors pas le drapeau, mais le cœur y est. Bienvenue, chers consoeurs. Et donc, du coup, tu pars en Côte d'Ivoire, mais on va revenir un petit peu sur ton enfance à Paris. T'es d'où à Paris ? Je suis du 19e arrondissement. Ok. Un arrondissement très talentueux, hein. Je tiens à le dire, parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent du 19e dans le sport. Il y a Oxmo Puccino pour la musique. Du côté de Danube, du coup. Voilà. Ouais. Il y a Paps Touré, le photographe. Mm-hmm. Il y a MHD. Mm-hmm. Dans le foot, il y a Diaby qui joue au PSG. Moussa Diaby, qu'on salue. Voilà. Il y a Souleymane Sissoko qui avait gagné les JO de boxe. Et il y a un des derniers champions d'Afrique, Yaya Fofana. T'as révisé avant d'arriver ? J'ai pas révisé, mais en fait, à un moment donné, on vient tous du 19e, c'est pas de ma faute. Elle a le maillot 19, ouais. Non, mais en fait, je m'en suis rendu compte avec le temps, à force de voir des gens
dans l'industrie de la musique ou du sport et de me rendre compte qu'on venait du même quartier. Il y a aussi Noum Diawara. Il y a notre champion Jonathan Amchi aussi. Ouais. Notre Joe national. Dédicace. Joe de Hustle et League TV. Ouais, on le Et savait. le comédien Noum Diawara qui a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui. Il y a pas Juste. longtemps, on parlait et je lui disais que j'étais 19e. Il me dit moi aussi, bah voilà. C'est Ok, comme ça. 19e, t'étais d'où De Riquet. Riquet. Ok. Voilà. Donc j'ai fait toute mon enfance là-bas, collège. Et après, c'est parti en cacahuète. Bah c'est parfait. Détaille-nous la cacahuète alors. À quoi elle ressemble la cacahuète, ça Non, veut dire quoi? après, au lycée, moi, mes parents, ils étaient artistes, mais du coup, ils ont vécu toute la difficulté d'être un artiste d'enfant immigré dans les années 80-90. Du coup, ils étaient très exigeants sur l'école. Mhm. Et moi, j'avais envie de faire un parcours artistique. Du coup, au lycée, ça a fait une petite friction avec ma mère. Du coup, elle m'a envoyé en internat en Normandie. Ouais. Donc, j'ai fait Paris 19e, Normandie. Ça, c'est une punition artistique, ça. Hein. C'est une vraie punition. Cependant, c'était une bonne expérience. Franchement, c'est une bonne expérience parce qu'au final, quand t'es à Paris, t'as l'impression que toute la terre tourne autour de Paris, alors que la France, c'est grand et qu'il se passe plein de choses. Il y avait des gens dans ma classe qui avaient des vaches. Il y en a, leurs parents étaient vignerons. Enfin, vraiment, c'était un autre monde. Ouais. Du coup, ma mère m'a humble, elle m'a calmé. Et je suis revenu à Paris passer mon bac tranquillement. Tu dis que tes parents, ils étaient artistes. Qu'est-ce qu'ils Ouais. faisaient comme art? Mon père, il dessinait et il rappait. Ok. Et ma mère, elle faisait de la danse. Ok. Elle faisait de la danse hip-hop. Et maintenant, elle est comédienne d'ailleurs. D'accord. Du coup, ils se sont pas arrêtés en fait. Mais ils bossent à côté. Ok. Voilà. Donc c'est l'art passion, quoi. Ouais. L'art, c'est un appel. Il n'y a pas le choix, il n'y a que ça. C'est une bonne formulation. J'aime bien ce terme d'appel là. Et Mm. on va te poser la question. Et tu dis que tu ressens ce truc-là d'avoir envie de faire de l'art. À quel moment tu ressens que c'est un appel que tu peux pas refuser? Bah déjà dès l'adolescence, hein. Parce que si j'en suis arrivé au stade où on a dû m'envoyer en Normandie, c'est que j'acceptais pas. Et il y a un âge où... Enfin, il y a un âge, quand on est mineur, si on n'a pas l'autorisation parentale pour tous les projets artistiques, c'est pas possible. Okay. Donc je me suis dit, bon, je vais passer mon bac, je vais attendre mes 18 ans. Et dès que j'ai mes 18 ans, on pourra plus m'en empêcher. Et du coup, j'ai commencé à faire de la photo. Ça à peu près à la période où je t'ai rencontré, c'est-à-dire 19-20 ans. Et là, je voulais tout faire, sauf que j'avais aucune formation. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que je me disais, oui, j'ai grandi dans ça, mais au final, je n'ai rien développé professionnellement. Je suis un peu bonne partout, mais un peu. Je suis pas experte. Et du coup, j'ai un peu perdu confiance en moi et j'ai repris l'école. Et donc, du coup, quand tu as cet appel artistique, toi, il se fixe sur une discipline en particulier. Là, tu parlais de la photo, mais c'est autre chose? Non, moi, c'était la musique. Ça a toujours été la musique depuis toute petite. Ok. Ouais. Je chantais, je voulais faire du DJing, je voulais composer. J'ai fait des instruments de musique depuis très jeune. Du coup, ça, pour moi, c'était une évidence. Et ça l'est toujours. Ouais. Malgré les épreuves de la vie. Mais... Et on y reviendra. Ouais. Tranquillement. Mais parce que je vois qu'elle peut spoiler l'épisode. Non, je vais pas spoiler. Mais ouais, du coup, vu qu'on est dans la chronologie, à l'époque, j'avais même fait le concours Nouvelle Star. Ok. Ouais, mais comme j'avais pas confiance en moi, dès qu'on m'a dit que j'étais prise, je me suis pas représentée aux étapes suivantes. Alors attends. On t'a dit que t'avais... J'ai passé le casting. Toi, t'avais pas confiance en toi. Ouais. On t'a dit que t'étais prise, c'est-à-dire Je passe le casting, ça se passe bien. Ouais. On te dit c'est bon. Voilà. Et tu retournes pas. Et j'y retourne pas. Je pense que j'avais besoin, pour moi-même, de savoir que je pouvais le faire. C'est quelle année, ça? Ça, c'était en 2010. Ok. Parce qu'en général, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils passent pas la première étape. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de s'inscrire. Mais en fait, je savais que je savais chanter. Mais j'avais juste peur de l'exposer. Ok. Voilà, de me montrer. Je pense que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de l'échec. Parce que c'est une peur qui t'empêche parfois d'aller au bout des projets. Et puis, je sais pas. J'avais besoin d'un signe. Ok. Et en fait, pourquoi je me suis concentrée sur la photo, c'est parce que être jolie ou être photogénique, ça demande pas d'effort. Si quelqu'un m'arrête dans la rue et me dit « Ah, vous êtes trop belle », bon bah ok, super, allez, on fait une photo. Du coup, quand on a commencé à me proposer à faire des photos pour des marques, pour des agences,
J'avais pas l'impression d'être un imposteur. Si on me trouve jolie, on me trouve jolie, y a pas de problème, let's go. Et ça, on va remonter du coup, parce que tu parles de cette époque où tu cèdes entre guillemets à l'appel, mais avant ça, tu avais déjà un petit CV artistique, photo, Oui, etc. quand même, oui. Et est-ce que tu peux nous en parler? Alors, déjà, enfant, je faisais des publicités. Ok. Ma mère, elle m'avait... vu qu'elle était dedans, quand on lui avait demandé si sa fille voulait participer à des projets cinématographiques ou quoi, elle avait dit OK. Donc, j'avais participé à... Ah, il y a un tournage que j'ai commencé qu'on n'a pas pu continuer parce que j'étais trop timide. C'était Le Paris avec les inconnus. Ah, ça, c'est incroyable parce Ouais. que je connais la fille du coup qui a pris ton rôle. Et bah oui, Incroyable. la petite, je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais elle doit avoir le même âge que moi. En fait, je l'ai rencontrée sur un mariage où j'étais photographe. Je l'ai Ouais, voilà. photographié il y a 4 semaines. Là. Et bah voilà. C'est pour ça que je reviens à cette époque-là, parce que tu zappes plein de choses. je Oui, trouve. c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a trop de On va aller choses. doucement. Pardon, doucement. ok. Malembe. C'est vrai, pardon. Ce sera un épisode pelote de laine. On va tirer un fil, il va revenir, on va le dénouer. Ouais, c'est pas le grave. voyage Voilà. du héros, là. Le C'est voyage. c'est la pagaille. Mais c'est très bien comme ça. Ouais, c'est ça. Et j'avais passé les premières journées de tournage et en fait, j'arrivais pas à parler parce qu'il y avait trop de monde autour. J'avais peur. Du coup, ils m'ont remplacé Ouais. par la fille dont tu as pris la photo. Ouais. Et ensuite, j'ai participé à un autre film qui s'appelle Le DJ Défi. J'avais 9 ans. Le Et- DJ. Défi. Ok. Et c'était un film autour de la danse Ok. hip-hop. J'ai oublié le nom de la réalisatrice de ce film, mais elle est très connue. Elle a organisé pendant longtemps des spectacles de danse au Palais Chaillot. Ok. Donc, le DJ Défi, j'ai fait une petite scène où je dansais. Il fallait que je fasse plus, mais j'étais trop timide. Donc, on n'a pas poursuivi. Ensuite, j'ai participé à Omar Sy puis l'ami. Ouais, si je te dis Alain Chabat, ouais, effectivement. Ouais. Mhm. Donc, pareil, je devais être figurante. Finalement, j'ai eu un petit rôle. Et là, à ce moment-là, t'as quel âge du coup? 18 ans. Ok. Ouais, là, vraiment, là, quand ma majorité est passée, le jour de mon anniversaire, je dis, allez, alors là. C'est ça le cacahuète quand t'as dit c'est parti en cacahuète. Ouais, c'est- vraiment. Parce que, en fait, on était tellement pas en accord que j'ai dû partir de chez ma mère. Genre, vraiment. Je suis Est-ce rentrée, je suis passée de enfant à adulte. Ok, c'est ce que j'allais te demander, comment le ressenti des parents. Ah du non, coup. non, non. Parce que ma mère, elle sentait. Elle sentait la rage de vivre, la dalle que j'avais. Mm. Donc, je pense qu'elle avait peur. Et du coup, bah, je suis partie. Et j'ai commencé à travailler à 18 ans. Je vivais seule. Je passais des castings. J'étais signée en agence. Ouais, j'étais assez précoce dans le travail. Ok. Mais c'est ce qui a fait que j'ai repris les études plus tard. C'est parce que j'avais l'impression d'avoir zappé des étapes, Hmm. on va dire. Et donc ça, cette expérience-là, parce que quand t'as dit la photo, de prime abord, je pensais à toi, tu t'étais mis à faire des photos. Non, je fais de la photo. Tu fais de la mais photo finalement, je suis devenu mannequin. aussi. Ok. Mais je préfère faire de la photo. Ok. Voilà. Ok. Pluridisciplinaire. Ok. Ouais. Bon, tout ce que tu dis là depuis le début me parle énormément et je me reconnais dans pas mal de choses. Donc on va pouvoir aller creuser. T'as parlé du syndrome de l'imposteur. À quel moment il apparaît ça dans ta vie? Ah, mais oula. Alors là, on est. Allez. Peut-être à quel moment il disparaît. Ouais, grave. Séance de Si, il a disparu. psychanalyse. Il a disparu. Ouais, Mais je c'est pense quelque chose qu'il qui a... revient souvent hein, dans. Bah oui, mais je pense que dans c'est les plus conversations. personnel que professionnel, même ça. Ouais. Ça dépend de la place qu'on a dans la famille, si on est l'aîné, le milieu, le dernier, Ouais. blablabla. Moi, alors là, c'est très personnel. Mes parents m'ont eu très jeune. Mhm. Ils étaient même pas majeurs, ils étaient au lycée. Et du coup, je pense que dès ma naissance, j'étais une impostrice dans la vie de mes parents parce que j'étais pas censée être là aussitôt. Et du coup, je pense que très petite, j'ai eu ce truc de il faut que je sois utile, il faut que je sois efficace, il faut que je sois speed. Je peux pas me permettre de faire perdre du temps puisque mes parents n'en ont pas. Et que moi-même, il faut vite que je sois mature et que je puisse me débrouiller parce qu'ils sont en train de se construire eux-mêmes. J'ai eu ça très tôt. Faut que tu prouves que tu mérites d'exister. quoi. Exactement. Et enfant, j'étais très autonome. En plus, je suis fille unique, donc je me débrouillais toute seule, vraiment pour tout. Et je le vois quand je vois les... Enfin, là, ça y est, j'ai la trentaine, donc tout le monde a plus ou moins grandi, même s'il reste quelques retardataires. Mais quand j'avais la vingtaine, je voyais par rapport à mes amis que dans certains domaines, j'étais beaucoup plus avancée. Ouais, vraiment. Même dans la débrouillardise pour tout, je pense que j'étais la première à vivre seule dans mes amis. J'étais la première à vouloir partir vivre à l'étranger comme ça. Tout le monde me prenait pour une folle. Tout le monde me disait, mais
pourquoi tu fais pas d'études, travaille pas. Pendant qu'eux, ils étaient en première année de fac, moi j'étais en agence, je me battais pour travailler. Je passais un peu pour la troubadour, quoi. La fille qui est un peu olé olé, elle a pas de projet, on sait pas où elle va. Alors qu'au final, quand je regarde aujourd'hui, j'étais la seule qui était déjà déterminée et concentrée sur ce que je voulais faire. Ouais, t'étais dans ton projet. Voilà. Les gens, en général, pour moi, au lycée, on n'a pas encore la maturité de savoir ce qu'on veut faire. Et on fait selon notre environnement, ce qu'on nous dit à l'école, ce que nos parents nous disent. Voilà, il y a ceux qui ont un appel très tôt, et du coup, c'est clair. Et il y a ceux qui savent pas vraiment, et du coup, ils font des études pour faire des études, histoire d'eux. Et c'est ces mêmes personnes qui, à 25 ans, 27 ans, 30 ans, font un burn-out, et finalement, trouvent leur voie, et arrivent au même stade que là où j'étais quand j'avais 20 ans. Ok. On a une thérapeute sur Ouais, le podcast. Thérapeute express. En plus, je t'ai retourné la question, t'as vu, non? Non, mais tu m'as retourné la question, mais pas le cerveau. C'est là où je trouve que c'est marrant, en fait, parce que l'être humain, c'est un paradoxe en lui-même. T'as ce syndrome de l'imposteur et en même temps, t'entreprends beaucoup. T'entreprends tôt. Ouais. Tu dis que t'as pas forcément de confiance en toi, mais ce que tu vas faire, c'est t'exposer. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, est-ce qu'il y a toujours ce combat en toi, là de... Non, ça y est. Ok. C'est fini. Ok. Ça va mieux. C'est bon. Ouais, c'est bon. Okay. Non, je l'ai eu pendant longtemps jusqu'à ce que je réalise que, effectivement, j'étais beaucoup trop exigeante avec moi-même. Et surtout, en fait, je vis avec moi-même dans mon corps. Il faut que je sois plus douce, que je sois plus tolérante, que je me repose et que je pense à moi surtout. Et du coup, j'ai commencé à prendre mon temps, faire les choses un peu mieux. Puis bon, il y a des petites patates psychologiques que la vie vous met aussi qui vous remettent les idées en place. On est d'accord. Je me suis calmée et puis ce qui a fait que j'étais un peu plus concentrée et disciplinée aussi. Okay. Parce que le problème quand on est pluridisciplinaire, c'est qu'on a envie de tout faire en même temps, on a plein de projets. Dès qu'on parle à quelqu'un qui nous stimule, ça nous donne une nouvelle idée. On se pose avec quelqu'un d'autre, on a une autre idée et ça fuse. Et après, on veut bosser pour faire le maximum d'argent pour pouvoir financer les projets qu'on a envie de faire. Sauf que c'est pas comme ça. Faut être méthodique, organisé. J'ai une petite question, moi. C'est plus sur ton identité. Ouais. Et, je pense qu'il y a d'autres aspects qu'on va aborder au fur et à mesure, mais quand je te rencontre, du coup, moi j'ai ton Instagram, et à l'époque, ton Instagram, c'est marqué Nelly H. Ouais. C'est comme ça que je le lis. Donc, N-E-2-L-Y H. Ouais. Donc je me dis, elle s'appelle Nelly, son nom de famille, ça commence par Hugo, H. Voilà. Huguette. Et en fait, non, tu t'appelles Hylène, donc H-Y-2-L-E-N. Ouais, Nelly à l'envers. Donc déjà, tu masques un petit peu ton identité. Et Ouais. puis quand on discute, je me rends compte que des choses qu'on n'a pas abordées là, mais que tu as fait des sports de combat. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais. Que, oui, effectivement, tu t'appelles Hylène, que tu as une identité avant ça qui est Shems. Ouais. Donc, qui est cette personne? Serge, t'es parti de déterrer les dossiers. Bon, on a dit quoi? Aujourd'hui, tu vas tout dire. Donc, explique-nous. Et puis, attends. Et puis, là, tu as répondu à Vincent en te présentant en tant qu'Hylène. Ouais. Mais les gens qui te connaissent Ils sur me Instagram. connaissent pas sous Hylène, ouais. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est différents pseudonyme. masques? Ok. Monsieur démasqué. Alors. Déjà, il fallait un pseudo. Et Nelly, c'était déjà mon adresse mail. Donc, quand tu dis il fallait un pseudo, je te coupe, c'était pour quelle discipline? Pour Instagram. Quand Okay. j'ai créé Instagram, je me suis dit, je vais pas mettre mon... En fait, ok. On va revenir à la base. Allez, c'est parti. On va te torturer. Tranquille. T'es venu en confiance, mais on va te... Ok, j'ai compris. À la base, mon prénom, il est assez original. Même la façon de l'écrire, elle est particulière. Et mon prénom, pour moi, il est trop personnel. Même si c'est un prénom, donc quand je me présente, les gens connaissent mon prénom. Pour moi, c'est vraiment une partie de moi que j'ai pas forcément envie de partager avec les gens. Pour les proches. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que personne ne m'appelle Hylène dans mon cercle familial. J'ai mon surnom avec ma mère, j'ai mon surnom avec mes oncles et tantes, mes cousins, cousines. Personne ne m'appelle Hylène. Hylène, c'est vraiment quand c'est sérieux. Voilà. Genre ma mère, quand elle dit Hylène, ça va chauffer. Ouais, ça va chauffer. Même mon père, je crois que mon père, la dernière fois qu'il m'a appelé Hylène, c'était... T'es parti en Normandie. Ah ouais, parti en Normandie. Ah ouais, non, Hylène, c'est vraiment sérieux. Et du coup,
comme Hélène, ça implique en général, quand on a un prénom original, les gens ils disent ah mais ça vient d'où, qu'est-ce que ça veut dire. Du coup en général j'explique que mes parents sont d'origine tant. Du coup ça amène toujours à une conversation où je dois un peu plus me dévoiler, voilà. Et comme j'ai pas envie, j'avais dit ah bah Hélène à l'envers ça donne Nelly, ok super, allez adresse mail, pseudo Instagram. Ensuite non, Attends, parce que toi t'as oublié, mais Nelly c'était mon Instagram perso. Oui. Et j'avais un Instagram professionnel. Que je ne connaissais pas à l'époque. Voilà, qui était Shems. Alors Shems, tout simplement quand j'ai signé en agence de mannequin, ils m'ont demandé si je voulais apparaître sous mon prénom ou sous un pseudonyme. Et comme j'avais pas envie de paraître sous mon prénom, j'ai dit bah je vais m'appeler Shems parce que Shems ça veut dire soleil en arabe. Je suis algérienne, je suis pas arabe, je suis berbère, mais je vais dire un pseudonyme qui a un rapport avec mes origines et en même temps je trouve ça joli et puis let's go. Du coup pendant très longtemps beaucoup de gens pensaient que je m'appelais Shems et en même temps ça me permet aussi de savoir d'où les gens me connaissent. Quand quelqu'un m'appelle Shems, je sais qu'il me connaît par rapport au mannequinat, etc. Voilà. Même sur Facebook, c'était Shems. J'avais une page. Donc, tous les gens qui m'appellent comme ça, je sais que c'est de cette période-là. Ensuite, est-ce que je te vois venir? On va tout expliquer aujourd'hui. Mais bien sûr. Oh là là. Ensuite, quand j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, j'étais obligée de mettre mon vrai nom. Bah oui, j'étais obligée parce que forcément, les gens, ils veulent te connaître, ils font des recherches sur Google et tout. Donc, mon Instagram, c'est devenu mon nom et mon prénom et mon nom de famille. Donc, Hélène Legré, dont je suis très fière. Hein. C'est juste que c'était un peu plus perso. C'était trop toi. Ouais. J'avais l'impression que tout le monde... En fait, j'ai l'impression que les gens sont trop familiers. Voilà, donc c'est resté toute l'année où j'étais Miss. Et dès que j'ai déposé ma couronne, j'ai dit il faut que je trouve un nouveau nom. Et en fait, à cette période-là, j'avais fait un blog. Et je cherchais quelque chose qui avait un rapport avec le bien-être. Parce que, oui, on va revenir au sport. Parce que je suis très portée sur le bien-être physique, mental, psychologique, etc. Mais aussi un rapport avec moi. Et d'ailleurs, c'est toi, Serge, qui m'a donné l'idée. Parce qu'en fait, je voulais aussi créer une marque. Et j'avais tout mis autour de HY, donc comme Hélène. Et Serge m'avait dit, en fait, c'est bien parce que I, tu peux le décliner pour plein de choses. Et du coup, à l'époque, il y avait ce truc de développement personnel, namasté, blablabla. Et j'ai dit, ah bah, je peux faire Namasti. Et donc, mon blog s'appelait Namasti. Et j'ai changé mon nom sur Instagram, c'est devenu Namasti. Et je ne l'ai pas enlevé. Et quand je suis devenu DJ... Attends. Oui, on n'en est pas arrivé encore, mais je dis juste... Non, je t'envoie la facture bientôt. C'est vrai, hein. Mais toi, tu dois m'envoyer beaucoup de factures pour ça. Laisse la facture, Serge. Prends plutôt départ. Et quand du coup, je suis devenu DJ, en fait, naturellement, vu que c'était le nom de mon Instagram, le nom de mon blog et que ça me convenait, j'ai gardé Namasti. Et puis en plus, dans Namasti, il y a I de Hélène, donc je me dévoile un peu quand même. Un petit peu. Voilà. Et tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu mets pas DJ Hélène? C'est trop bien, ton nom il est original, il n'y en aura pas deux, blablabla. Je dis non, pardon. Voilà, du coup, c'est Namasti. Maintenant. Donc pourquoi tous ces masques? Pour répondre assez simplement, parce que j'ai un entourage et ma famille que j'ai construit et ma famille de sang avec qui j'ai mon premier cercle que j'ai pas envie de partager avec tout le monde. Donc pour moi, Hélène, c'est vraiment pour les proches. Ok. Et du coup, si je reviens à cette expérience de Miss, on en a déjà discuté, mais c'est l'occasion de revenir là-dessus. Là, pour le coup, tu te présentes entre guillemets sous ton vrai visage. Ouais. Est-ce que tu n'en tires que du positif? Non. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, bah déjà, moi, ça n'a jamais été mon rêve d'être Miss, contrairement à plein de filles. Moi, j'ai jamais été dans ce truc-là, très cucugnan. En plus, j'ai fait des sports de combat. J'ai pratiquement que des cousins et des oncles. Donc, j'étais un peu garçon manqué. Elle aime la bagarre. Donc, sur le papier, j'étais pas du tout faite pour ça. Mais je suis grande, je suis souriante. Je présente bien, je suis jolie. J'ai plein de projets. En plus, j'aime tout ce qui est associatif. Donc, ça paraissait assez naturel. Et quand j'ai fait... Miss Côte d'Ivoire et que du coup j'ai dû partager un peu plus, ce qui m'a dérangé, c'est que ce que je pouvais garder privé à l'époque, là je pouvais pas, donc mes parents on les a vus. Ce qui était difficile pour moi parce que pour moi ma famille c'est mon... ouais voilà, du coup on a vu mes parents. C'était dur parce que les Ivoiriens sont très
Comment je peux dire ça? Comment tu peux dire ça sans manger une sauce garba? C'est mes frères, c'est pas grave. Les Ivoiriens sont très moqueurs, surtout sur Facebook. Ok. C'est connu de toute façon. Je pense que dans tous les peuples africains, les Ivoiriens, c'est les plus drôles. Mais aussi les blagues qui font le plus mal, là, ça vient des Ivoiriens. On l'a vu sur la CAN, là. Non, la CAN, on était gentils. Vraiment, on était gentils. Parce que nous-mêmes, on avait peur pour nous. Donc, on était gentils. Mais en règle générale, voilà, Facebook, c'est le fief de la Côte d'Ivoire. Ok. Et du coup, ils étaient sans pitié. Il y en a qui se moquaient. Enfin, en vrai, non. En vrai, j'ai été très aimé. J'ai été très apprécié. J'ai reçu beaucoup d'amour. Mais pour les 2-3 détracteurs comptes cachés, en vrai, on sait toujours qui c'est. Mais bon, on va les laisser pour pas dire les noms. Qui ont dit des commentaires un peu négatifs. Ça a touché mes proches. Moi, j'en avais rien à faire. Ça faisait longtemps que j'étais sur les réseaux. Que voilà, ça me touchait pas. Mais moi, ma mère, je voyais, elle répondait à des gens. Ouais. En plus, moi, je suis métisse. Donc, les gens pensaient souvent que j'étais franco-ivoirienne. Alors que je suis 100% africaine. Donc ma mère, en tant que bonne Algérienne, elle disait « Elle est pas française, elle est algérienne !» Elle répondait à tout le monde « Elle est algérienne, elle est kabyle !» Donc voilà, il y a eu cette partie-là. Cette partie, pour revenir là-dessus, sans forcément donner de nom ou quoi, mais est-ce que c'est lié à une campagne, on va dire, liée à la concurrence ou c'est quelque chose de plus personnel? Non, c'est vraiment les concours de Miss en règle générale. De toute façon, c'est orchestré, quoi. Ouais, c'est de la compétition. En vrai, c'est super malsain. Ouais. En vrai, c'est super malsain. On nous met un petit groupe de jeunes femmes, on démarre la vie et on doit prouver qu'on est la meilleure. Sur quels critères finalement? Parce qu'on est toutes différentes, on doit toutes avoir quelque chose de particulier, mais on doit en choisir une. Donc c'est vachement difficile. Hein. Moi, il y en a avec qui je suis restée très amie, mais je sais que l'année où je l'ai fait, il y en a, elles m'ont haï. Hein. Ouais. Mais je peux pas leur en vouloir, ça fait partie du game. Les coulisses sont crades, quoi. Ouais, et puis la petite anecdote, c'est que on avait fait un shoot. Ah oui, j'avais oublié, Serge. On avait fait un shoot et il y a des gens qui sont partis prendre les photos du sur mon shoot, sur mon site pour faire des campagnes. Que j'avais fait des photos pornographiques. Ah ouais? Ouais, et ça c'était avant, juste après, non? Je sais, en tout cas c'était pendant cette période, ouais. Parce que Miss Côte d'Ivoire France c'était en mai, Miss Côte d'Ivoire c'était en juin, et l'autre concours que j'ai fait c'était en août. Du coup, dans la période là, il y a quelqu'un qui est parti sur le site de Serge. Bon, on connaît les photos de Serge, elles sont super artistiques, il n'y a rien de... C'est même pas sexuel en vrai. Non. Et surtout que moi, mes photos n'étaient pas dénudées. Il n'y avait rien. Ouais. On voyait mon torse, par exemple, j'avais mes mains comme ça sur ma poitrine, mais on voyait rien. Et il y a quelqu'un qui a dit que je peux pas être Miss parce que j'ai fait des photos pornographiques. Du coup, j'avais demandé à Serge, s'il te plaît. Heureusement qu'on était amis, parce que je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, la personne aurait dit non. J'ai demandé à Serge, est-ce qu'il peut supprimer les photos, le temps que la campagne. Voilà. Et après, on les a repostées quelques années plus tard. Ils ont voulu te mettre dans une sauce comme ils avaient mis celle qui avait vraiment fait des photos pornographiques. Ah oui, en France, je me rappelle plus de son nom. Ouais. Moi non plus, mais elle avait été destituée du coup. Mais après, en vrai, c'est dans le règlement. C'était érotique ce qu'elle avait fait. Oui. C'est juste jouer avec des trucs, du yaourt, je sais pas quoi. Mais c'était pas méchant non plus, mais dans le cadre des concours de Miss, ça enfin, fait à mal, l'époque, hein. Ouais. Aujourd'hui, j'en sais rien. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus Geneviève. Il n'y a plus Geneviève. Ouais. Mais je pense que c'est compliqué quand même. Je pense qu'il y a de toute façon, tu es censé représenter un pays, donc c'est comme en politique, tu n'es pas censé faire des choses qui dérangent un peu les mœurs. Après, je pense qu'en politique, ils se gênent moins. Franchement, en 2024... pour afficher leur pays. Et donc, du coup, tu deviens Miss Côte d'Ivoire. Alors, tu nous dis Miss Côte d'Ivoire en France, c'est-à-dire que tu es Miss Côte d'Ivoire de la diaspora ivoirienne. Française, okay. Ce qui te fait participer à l'élection nationale. Okay. Et à l'élection nationale, je suis arrivée première dauphine. Ok. Voilà, donc je suis première dauphine de Miss Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ont décidé que c'était moi la Miss. La Miss du peuple. Voilà, donc ils ont dit que la Miss c'était la Miss du comité de là-bas, mais moi j'étais la Miss que eux ont choisi, donc c'était très drôle. Ouais. Parce que quand il y avait des événements et tout, ils disaient notre Miss. Même encore aujourd'hui, là, pendant la CAN, j'étais à un salon de coiffure et il y a une tata qui me regarde, elle dit mais je te connais, je sais pas d'où, mais je connais ton visage. Ouais. J'ai dit je sais pas. Et puis il y a ma cousine qui dit mais elle a fait Miss Côte d'Ivoire, peut-être c'est de là que tu la connais. Elle dit oui, c'est toi la Miss qui devait gagner, non mais c'est toi notre Miss. Donc vraiment les Ivoiriens c'était avec toi. Ouais, c'était avec moi. Et du coup, voilà, j'ai été première dauphine à Miss Côte d'Ivoire et c'est moi qui représentais la Côte d'Ivoire au concours panafricain que j'ai fait juste après, qui était au Congo, Brazza. Et c'était génial. C'était vraiment une belle expérience. J'ai rencontré plein de gens.
ça m'a permis de grandir, d'apprendre même sur moi-même, parce que, tu sais, on dit souvent les personnalités, elles ont pris la grosse tête, ou elles se la pètent, elle a fait ci, elle a fait ça, et ça m'a permis d'être de ce côté et de voir en fait que, en fait, on est des êtres humains comme tout le monde. Quand on est exposé, des fois on est fatigué, des fois on n'a pas envie de faire des photos, des fois on n'a pas envie de se lever pour sourire aux gens. Ça, c'est la rançon de la gloire, entre guillemets. Ouais, voilà. Et y a plein d'artistes qui l'ont exprimé, mais c'est vrai que en premier lieu, tu restes un être humain. J'avais l'anecdote justement de Stromae, en gros, qui était dans un resto, un moment totalement en dehors des radars, quoi. Il vit un moment en famille. Et les sollicitations pour le selfie, pour le truc, t'es obligé à un moment de refuser Bah oui. Mais aux yeux du monde, en effet, c'est pris comme un excès d'orgueil, parce que pour lui, c'est un moment, enfin pour le fan ou la personne qui te connaît, c'est un moment exceptionnel dans sa journée, et que tu y mettes fin, ça peut être mal reçu, mais... Mais en vérité, ça, je trouve que ça va encore. Moi, je parlais même du fait que j'ai pu voir que les gens qui prenaient la grosse tête, c'est pas qu'ils prennent la grosse tête, c'est qu'ils étaient déjà comme ça, mais ils n'étaient pas connus. Parce que j'aurais pu devenir une personne totalement différente, et je suis resté qui j'étais, jusqu'à j'étais exposé. Donc j'ai réalisé que oui, en dehors du fait qu'on peut interpréter des choses différemment parce qu'on est exposé, les personnes aussi qui sont imbues d'eux-mêmes ou qui se la pètent réellement, c'est qu'elles étaient déjà comme ça en fait. La popularité ou l'argent ou les strass ne changent pas quelqu'un. Elles dévoilent plus. Ouais, c'est comme l'argent, quoi. Exactement. Ça donne plus de possibilités. C'est comme on dit, donner un pouvoir à un homme et vous allez voir sa personnalité. Ouais. Donnez-moi l'argent, vous allez voir. Et donc du coup, c'est la première fois que tu vas en Côte d'Ivoire, c'est pour ce concours, ou tu y étais déjà allé avant? J'étais allé enfant, mais je m'en souvenais plus. Okay. Donc en vrai, c'était la première fois en pleine conscience. Ok. Et donc là, tu arrives là-bas. Qu'est-ce que tu vis? Parce que tu dis que du coup, tu as eu le choix à ce moment-là de partir soit au Canada, soit en Côte d'Ivoire. Ouais. Et à ce moment-là, tu te tournes vers l'Afrique, du coup. J'étais obligée, en tant que Miss, de toute façon, de rester. Donc le choix ne... En fait, quand j'ai gagné Miss Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire France, ça a été le point le carrefour de beaucoup de décisions. Parce que du coup, j'habitais à Lyon à l'époque. J'étais partie à Lyon pour faire mes études et j'avais fait la demande de visa pour le Canada. Donc ça m'a fait quitter Lyon. Ça m'a fait accepter de ne plus aller au Canada. Et ça a aussi changé mes plans sur le futur. Parce que je me voyais rester, peut-être vivre en France, m'installer, acheter en France. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait en Europe? Jamais de la vie, je reviens. Et bon, après, il y a la réalité sur place qui fait que, voilà, il y a quand même le même travail qu'on doit faire, peu importe où on est dans le monde, où on doit investir, etc., qui implique des prêts, la banque, le travail, ça c'est pareil partout. Mais c'est vrai que la qualité de vie, le rapport avec les autres, il m'a chamboulé. Et moi, personnellement, comme on a dit ici, on dit tout. Tout. J'ai découvert plein de choses sur ma famille que je ne savais pas. Ok. Sur l'histoire de mon père, parce que bon, mon père, c'est un vrai papa ivoirien. Pourtant, il est jeune, hein. Ouais. Il communique grave sur tout et tout, mais sur son histoire de famille, j'en savais peu. Et du coup, là-bas, j'ai rencontré ma grand-mère. Donc, je me réveille un jour, elle est assise sur mon lit. Truc de fou. Sans prévenir. Ouais. Plein de trucs comme ça. J'ai rencontré plein de gens de ma famille. On m'a expliqué des choses sur mon grand-père, mon arrière-grand-mère, mes arrière-grands-parents. J'avais un arrière-grand-père qui était polygame, j'avais une photo avec toutes ses femmes, tous leurs enfants, donc j'ai pu comprendre que tonton un tel, en fait, c'est pas vraiment mon tonton, mais c'est le fils de la deuxième femme de... Voilà. Donc ouais, c'est... ça. En fait, c'est drôle parce que mon discours de Miss Côte d'Ivoire France, la première phrase que je dis, c'est quand on ne sait pas... Quand on ne sait pas d'où l'on vient... Non, quand on sait d'où l'on vient, pardon, on peut savoir où on va. Et au final, je suis partie... d'où ma famille vient. Donc c'est comme si j'ai fait une mise à jour de moi-même. T'es reconnecté à tes racines, toi-même. Ouais. Et j'allais en Algérie par contre. J'allais pas en Côte d'Ivoire, mais j'allais en Algérie. Du coup, c'est comme si j'ai fait tous les angles. T'as complété le puzzle. Ouais. Ok, cool. Voilà. T'as vérifié les angles morts. Je te jure. Ouais. Ça m'a réconcilié avec beaucoup de choses. Tu sais, quand tu comprends les choses, je sais pas, ça... T'as un fou rire. Allez, ça y est. Allez, on arrête le podcast. J'ai un fou rire parce qu'on vient de se couper la moitié du
Du MMA français, mais avec plaisir. Ici, il n'y a pas de langue de bois. On assume tout, il n'y a pas de problème. On est ensemble, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est sûr. Donc ouais, non, ça m'a permis d'avoir beaucoup de réponses. Et je pense que c'est à cette période-là que mon syndrome de l'imposteur, tout ce dont on parlait au début, là, a commencé à partir. Parce que, en fait, quand tu connais toute ton histoire, tu sais d'où tu viens, tu ne peux qu'être fier de ce que tu es devenu. On ne se rend pas compte à quel point l'héritage, finalement, il nous pousse, en vérité. Et comment c'est un bagage. Et donc, des fois aussi, le mauvais héritage peut être délesté, mis de côté une fois qu'on le comprend, une fois qu'on le connaît. Et en effet, on le dit depuis plusieurs épisodes que tu vas finir par réécouter après, mais... On va t'enfoncer ça dans les oreilles. L'important, c'est de se connaître soi-même. Et en effet, ce que tu dis, c'est juste. Hein, c'est pour savoir où on va. C'est important de savoir d'où l'on vient. Et cette reconnexion, je pense qu'elle est importante. Après, il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens qui coupent tout avec leur famille, leurs racines. Eux, ils voient que devant. Et voilà, mais pour moi, c'est très important de comprendre certaines choses. Et puis, en tant que métis aussi. Parce que les métis, partout où on n'est jamais à notre place, selon les autres. Hein. Moi, personnellement, je me sens à ma place. Mais en France, quand t'es métis, t'es pas perçu comme un... Quand tu es franco, quelque chose, tu n'es pas perçu comme un français. Quand tu vas en Afrique, tu es perçu comme un blanc. Moi, je suis kabyle, mais je suis noir, donc je suis pas perçu comme une kabyle. En Côte d'Ivoire, je suis pas perçu comme une ivoirienne. Et ils me voient soit comme une blanche, soit comme une arabe. Donc, en fait, à un moment donné, je pense même pour la santé mentale, c'est important de juste se connaître, comme tu dis. Et puis même son rapport avec les autres êtres humains. Les êtres humains, ils sont pas simples. Plus on sait qui on est, moins on a besoin d'être dans un rôle, de porter de masques, tout ça. Les rapports sont plus simples. On n'a rien à prouver, en fait. Nice. Je valide. Du coup, là, tu finis ton mandat de Miss et tu nous dis que c'est comme un tremplin pour différentes activités. Oui. Tu penses à quoi en particulier, là ? À la base, moi, je voulais continuer dans la musique, mais pour le moment, c'était pas le sujet. Je voulais travailler à la télé parce qu'on me l'a proposé aussi. Donc, présenter des émissions, être présentatrice, animer des événements, etc. Là-bas à Abidjan ? Là-bas. Et puis, dans la fame aussi, il y a un truc que je connaissais pas du coup à l'époque. On te propose plein de choses. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut pas dire que c'est sérieux. Je me suis frappé à une lourde réalité qui est que quand tu es une fille qui n'est pas forcément accessible pour les hommes, ils vont essayer de t'avoir là où ils sentent que ça t'intéresse. Et il y a beaucoup d'hommes pour avoir accès à moi qui m'ont proposé de travailler alors qu'ils n'en avaient rien à faire de travailler avec moi. C'était juste pour me draguer ou essayer de me soutirer quelque chose. Du coup, j'ai eu beaucoup de désillusions par rapport à ça. Et d'ailleurs, par rapport à Abidjan, j'étais censé travailler pour une chaîne qui est très connue aujourd'hui, dont je ne citerai pas le nom. Sinon, il y a des Béninois qui vont se fâcher ici. Mais, il n'y a pas de Béninois ici. Non, c'est le directeur de la chaîne. Mais, il se reconnaîtra. Du coup. Mais en fait, il m'a proposé de travailler dès que j'ai été Miss. Il a entendu ma façon de m'exprimer. Il a trouvé que je passerais bien sur sa chaîne, qui était en négociation à l'époque avec le groupe M6 pour la Côte d'Ivoire. Okay. Et il a eu les accords quelques années plus tard. Du coup, moi, j'avais préparé une émission, j'avais écrit, j'avais travaillé le truc et tout. Et en fait, le salaire qu'il me proposait, c'était pas la peine. C'était vraiment pas la peine. Et bon, là, j'ai sauté plein d'années. Hein. Mais là, on arrive à 2020 et en fait, c'était le Covid. Et du coup, j'ai dit fuck et je suis retourné en France. Justement, ton arrivée en Côte d'Ivoire, c'est en quelle année ? 2015. Okay. Mais je suis retourné en France en 2016 pour finir mes études. D'accord. Parce qu'en fait, justement, à force qu'on me propose des choses et que je me dise mais je suis pas vraiment qualifié, j'ai l'impression que je vais un peu me casser la figure, est-ce que c'est pas mieux que je fasse des études, que je grandisse un peu, que je développe ma façon d'être concise sur certains sujets ou de développer d'autres. Et du coup, j'ai fait une école de communication avec plein d'options qu'on pouvait prendre pour développer d'autres choses. Donc j'ai fait de la direction artistique, j'ai fait un peu de journalisme, etc. Ok. Et quand j'ai fini, là, je suis retourné à Abidjan en 2017. Ok. Il y a une période aussi où tu continues tes activités de modèle mannequin. Je crois que tu bosses un moment avec Charles sur des archives. Oui.
Tu fais quelques clips aussi qui Ouais. marchent très 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 bien. En fait, quoi Faut on va tout dire, quoi. Mais ben oui. Mais oh C'est dispo sur mais faut YouTube, donc garder on un peut en petit peu, parler. oh là là, d'accord. Voilà, donc raconte-nous ça s'il te plaît. Alors, l'année... Mais en fait, j'avais fait ça avant. J'avais fait le clip de... À 18 ans, je vous ai dit. Hein. Mon anniversaire est passé, le lendemain, j'étais sur C'est tous parti. les... Ah ouais. T'as quitté ta province, bien décidé à conquérir Paris. À 19 ans, j'ai fait le clip de Féfé, Vilain Petit Canard. Donc, c'est le premier clip que j'ai fait. Ok. Ça s'est super bien passé et ça m'a trop donné envie d'en faire d'autres. Mais j'étais très exigeante. J'étais jeune, mais je savais déjà que je voulais pas juste être la jolie fille dans un clip La potiche. ouais, sexy qui sert à rien. Je voulais pas non plus un rôle parmi 40 meufs derrière un rappeur. C'était hors de question. Ouais. À l'époque, il y a P. Diddy qui voulait des filles pour... il avait lancé un parfum et il s'était payé 100 € et je me rappelle, j'avais dit à l'agence je fais pas un boulot pour 100 €. Et il m'avait dit, mais c'est P. Diddy. J'ai dit, et alors P. Diddy, il a l'argent. Justement. Et du coup, j'avais refusé ça. Mes amis m'avaient dit, mais t'es folle, c'est une pub de P. Diddy. Mais en fait, j'étais trop focus. Il y a ce que ça m'apporte en termes d'image et ce que ça m'apporte financièrement. Et ça, pour l'un ou l'autre, c'était pas bon, je trouvais. Donc... Ça, c'est ton côté kabyle. Ça. Ouais, vraiment. Voilà, on est ensemble. Et du coup, le deuxième clip que j'ai fait, c'est très drôle. C'était avec Vladimir Boudnikov, qui est producteur aujourd'hui de Oh Boy, tout ça, et d'une très grande artiste française qui va peut-être faire l'ouverture des JO. Vladimir, on avait fait le clip d'un rappeur qui était un clip incroyable dans un grand studio qu'il avait loué pendant 2 jours. On m'avait mis de la peinture noire sur tout le haut du corps, etc. C'était super beau. Et le clip ne sortait pas et je comprenais pas pourquoi. Et il s'avère que le rappeur, ce qu'il disait dans ses sons, c'était vrai. Du coup, il était en prison. Ah, Du coup, le clip n'est jamais sorti. Donc, c'était ma deuxième expérience. Donc, j'ai dit, bon, alors, je peux vraiment pas faire... on peut pas leur faire confiance. Laisse tomber. Du coup, le troisième clip que j'ai fait, c'était pour Que Black. J'ai déconné. ok. Et en fait, il était pas très connu à cette époque-là. Et ce son a explosé parce qu'il y avait l'Euro. Ouais. Et l'équipe de France, il y avait eu un reportage qui était passé sur TF1 et les joueurs écoutaient ça en boucle. Il a chanté dans les vestiaires. Voilà. Ouais. Et du coup, le clip a été reposté. Ah, ce son, il a été matraqué. Voilà. matraqué, Et comme matraqué. c'était moi dans le clip, ce qui était drôle, c'est que dès qu'il passait quelque part, On tout le t'appelait. monde me... Mais oui, mais c'est pas moi qui chante, c'est pas ma chanson. Ouais, bah, Du coup, même en soirée, tout le monde me filmait et je savais pas quoi faire. Genre, oui, je suis dans le clip, c'est tout. Donc, il y a eu ce clip-là. Et après, quand j'étais à Abidjan, j'ai fait le clip de Karis Djarabi, qui veut dire ma chérie, Anjula. Et il voulait une ivoirienne, il est ivoirien, c'était à Abidjan, donc c'était cool. Le clip, il a été tourné là-bas, du coup. Ouais, Ok. à Abidjan et à la plage à Asseni. Et c'est le dernier clip que j'ai fait. Ok. Parce qu'ils ont beaucoup tourné, mon visage, il était quand même reconnaissable au bout d'un moment. Et puis voilà, j'en avais marre, j'avais plus envie. Donc j'ai fait aussi des campagnes de pub parce que je vois que Serge me regarde genre allez continue, dis tout ce que t'as fait. Non, on veut. Alors j'ai fait une pub pour Benetton, j'ai fait une pub pour Orange, j'ai fait une pub... D'ailleurs la pub que j'ai fait avec Charles, c'est très drôle parce que c'était censé être un truc pour 6 mois et c'était pour la zone Afrique centrale dans le contrat. Et il y a un jour, il y a une fille qui m'envoie une photo d'un camion au Cameroun avec ma tête en grand et elle me dit mais c'est toi. Et du coup Charles a appelé le client et il lui a dit mais on n'avait pas prévu qu'il y ait des camions qui tournent dans toute l'Afrique et tout. Donc 2 ans plus tard allez le qui petit chèque. ah ouais, pour envoyer les balles. Ah, le frangin, il veille au grain. Non, ah là là Charles, quelle perte vraiment Charles, je suis deg, t'es parti tu vois, il est toujours là comme vous Il est dites. pas loin, Il est pas loin. Non mais je sais que si j'avais besoin de quoi que ce soit je peux l'appeler, il est là. Ouais, c'est un agent dormant. Vraiment. Voilà. Et du coup donc j'ai fait ça, j'ai fait quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une entreprise qui est très connue en Afrique qui s'appelle Woodin. C'est un peu comme Uniwax, c'est les tissus avec des imprimés qui se vendent énormément pour faire tout ce qui est toutes les tenues en fait, les chemises, les robes, etc. Et j'ai été leur ambassadrice pendant 1 an et demi. Donc j'ai fait toute leur campagne de pub qui passait énormément là-bas. J'ai fait quoi? J'ai fait la campagne 2017 de Fila Europe. Ok. J'oublie, hein. Ouais, c'est déjà il y pas en a mal. déjà C'est déjà pas pas mal. mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est important de revenir là-dessus. Ok, bon voilà. Donc tout ça, c'était en même temps que je bossais aussi. Ah oui, j'ai organisé aussi le Juste Debout à Abidjan.
Donc le concours. Ah oui, parce que on n'arrête jamais d'être dans le hip-hop, hein. C'est dans le sang. Ouais. Du coup, ma mère qui était danseuse a dit à ses amis, donc Bruce et Rose, Big Up, qui organisent le Juste Debout dans le monde. Je sais pas si vous. Juste Debout, pour expliquer, l'un des plus grands concours de danse hip-hop, voilà. Au monde. Voilà. Qui voulait s'implanter en Afrique à l'époque. Et du coup, eux, ils voulaient le faire au Sénégal puisqu'ils avaient eu 2-3 contacts. Et ma mère, elle a dit, mais non, faites-le à Abidjan, il y a ma fille. Et du coup, on a fait une réunion et on a dit, let's go. Okay. Et on l'a organisé. Mais c'est difficile d'appliquer une organisation française sur le continent. En fait, il faut l'adapter avec les réalités de là-bas. Et puis aussi, il ne faut pas omettre qu'en Afrique, on ne respecte pas les disciplines urbaines. Bon, dans le monde aussi, c'est difficile. Mais on va dire qu'en Afrique, on a encore peut-être 3-4 ans de retard. À l'époque, c'était en 2018. Il y avait beaucoup de retard. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux rappeurs ivoiriens, grâce à toutes ces personnes qui travaillent dans l'industrie du hip-hop, ça commence à devenir plus important. Ouais, et puis il y a dans le hip-hop, c'est vrai que c'est pluridisciplinaire aussi. Ouais. Et la danse est moins exposée oui, la danse, c'est toujours... Ouais, donc forcément... Du coup, on a fait une édition et les gagnants ont participé à la finale à Paris, mais il n'y en a aucun qui a gagné malheureusement. Ok. Voilà. Okay. Et dont le danseur de DJ Arafat, c'est lui qui était allé en finale. D'accord. Ouais. Qui s'appelle Ordinateur. Ah, ça, c'est un vrai nom de baby, ça. Ça colle au brain. Ordinateur. Ah oui, parce que Serge, il me parle de moi, mais lui, je sais pas s'il a déjà dit ici qu'il a grandi en Côte d'Ivoire. Oh, faut me laisser. Lui, c'est mon vieux père. Faut me laisser. Il a tout un épisode... sur la Côte d'Ivoire, sur lui. Il a tout un épisode qui va pas tarder à arriver. Ok. Voilà. Ouais, donc j'ai fait tout ça. J'étais aussi responsable comme du Pullman Abidjan. Donc en fait, en même temps que tout ce que je suis en train de vous dire, quand je faisais du mannequinat... Captain Marvel. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Donc, non, vas-y. Doctor Strange. Arrête. Non, ça c'est moi, ça faut me laisser. Ah, Doctor Strange, là, c'est le 3e ou 4e épisode qui revient. Ouais, mais c'est Captain Marvel qui a enlevé le gant de Thanos. Donc en vrai, c'est elle la plus forte de l'univers. En vrai. Et donc, ouais, non, mais je t'ai coupé, mais tu travailles au Pullman, donc c'est... Ouais, je travaillais dans le marketing. Et comme le Pullman fait partie du groupe Accor, j'étais amené à faire des missions au Sofitel, qui est l'emblème de l'hôtel emblématique de la Côte d'Ivoire, puisque c'était l'hôtel Ivoire à la base, qui a été construit par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et qui a été racheté par le groupe Accor, donc qui est aujourd'hui le Sofitel. C'est la grande tour qu'on voit à Abidjan, je pas la rater. Voilà. Et du coup, je faisais ça. En même temps, j'étais ambassadrice d'une marque de cosmétiques, j'avais oublié, à Paris. Et en même temps, je faisais du mannequinat. Ok. Donc vie à 1000 à l'heure. Ça fait beaucoup. Mais je pense que, avec le recul, je faisais ça pour pallier à d'autres choses. Genre, je me laissais pas trop le temps de me poser. Tu vois, aujourd'hui, je suis beaucoup plus posée. Je suis beaucoup plus posée. Arrête, hein, de faire le tonton, là. J'ai rien dit. Je suis beaucoup plus posée. Non, mais parce que j'ai oublié de dire un truc qui est très personnel, mais je suis partie aussi pour fuir, parce que ma grand-mère est décédée. Et en fait, ça m'a fait tellement de mal que j'arrivais pas à me dire je vais rester à Paris, c'était trop dur. Enfin, en France. Et du coup, elle s'est fait enterrer le 22 et le 23, j'étais dans l'avion. Ok. Et j'ai quitté par la même occasion la personne avec qui j'étais en couple. Je suis vraiment partie violemment. Ok. C'est ce que je déconseille de faire d'ailleurs. C'est pas conseillé en psychologie de faire ça. Je le savais pas à l'époque. Moi, je pensais que c'était bien quand on avait un décès de partir et de tout recommencer pour partir sur une nouvelle page. Moi, en fait, en psychologie, je vous dis ça parce que j'ai eu un thérapeute. Apparemment, c'est pas bien parce qu'en fait, on vit déjà quelque chose de super brutal, super violent. Et on se fait subir encore plus de brutalité en changeant d'environnement parce que... Faut se réadapter. Ouais. Exactement. Plus de repères. Plus de repères, un nouvel environnement, même en tant que personne, c'est pas le même soutien, c'est pas... Voilà, donc en fait, c'était super brutal. Et je pense que, parce que tout ce que je te raconte, c'était la même année, hein, c'était en 2018. Je pense que c'était un moyen aussi d'oublier que j'avais de la peine, que j'étais triste. Que... C'est une fuite, en fait. Ouais, un peu. Ouais. Mais dans ma fuite, j'ai beaucoup travaillé, donc c'est bien. Ok. T'as capitalisé. Exactement, j'ai capitalisé ma fuite. À quel moment tu te rends compte que c'est plus possible de fuir ? En 2019. Parce que je fais ça pendant 1 an et demi.
Et en fait, je commençais à être fatigué psychologiquement, je commençais à être fatigué physiquement. J'étais maigre. Franchement, même en photo, quand je me regardais, je me disais, mais il y a un problème là. Et puis, je tombais tout le temps malade aussi. En Côte d'Ivoire, avoir le palu, c'est pas grave, mais en soi, c'est grave, c'est une maladie dont on peut mourir. Et je l'ai eu 3 fois d'affilée, je crois. Ah oui. Et en fait, je suis venu en France 1 mois. Non, je suis venu parce que j'avais un défilé en Suisse. Et en fait, j'en ai profité pour rester tout l'été en France et ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, à chaque fois que je revenais en France, je voyais Serge. Ouais. Et du coup, ça m'a fait du bien. Et là, je suis reparti en Côte d'Ivoire à la rentrée. Mais là, c'était ma dernière tentative. Je me suis dit, si là, je peux pas bosser à la télé et que mes autres projets n'avancent pas, je reviens en France et je prends mon temps et je fais les choses à mon rythme et je fais ce que j'aime. Parce que j'avais l'impression de m'éloigner de moi-même, en fait. J'étais là, je courais un peu à droite à gauche, je faisais plein de trucs, mais comme je l'ai dit à la base, moi, c'est la musique, c'est l'art, et pourquoi pas les médias. Pas la com, pas le marketing, pas forcément enchaîner les clips, voilà, c'était pas... Et même le Juste Debout, ça s'est bien passé, mais j'avais une pression énorme parce que j'avais jamais fait d'événements, j'avais jamais bossé dans l'événementiel. Et puis t'étais dans l'orga, t'étais pas sur les planches. Exactement. Et j'avais la pression. Rose, qui est l'associée de Bruce, elle me disait en fait, t'as plus peur de ton travail, de ce que que de ce que tu es capable de faire. Elle a dit, si tu te mets pas de pression, tu vas tout déchirer. Mais en fait, tu te stresses et au final, t'arrives pas à être efficace. Et c'est vrai, j'étais stressé. J'étais bête, n'a plus rien à dire. Non, j'ai l'impression que, tu sais, on parle souvent ici dans nos entretiens du voyage du héros. Je sais pas si tu connais ce concept du voyage du héros. Non. C'est un arc narratif qui revient souvent avec finalement l'accomplissement d'une quête pour un personnage et qui va passer par plusieurs phases. Et on voit à travers ton parcours les plusieurs phases. Et donc tu retournes à Abidjan, tu te mets ce petit ultimatum de si ça fonctionne pas tel que ça doit fonctionner, je rentre, et donc du coup tu rentres. Non. Ah. Non, parce que ça se passait bien. Moi, j'allais dire ça marche pas parce qu'elle fait le saut entre le monde ordinaire et le monde extraordinaire. Elle revient dans la caverne de temps à autre. Et comme en plus elle a plusieurs quêtes, tu vois, donc tout ça s'entremêle un petit peu. C'est pour ça que j'ai dit Doctor Strange, parce que tu vois, Doctor Strange, quand il change d'univers, il y a d'autres choses à régler qui vont impacter les autres dimensions, mais il faut revenir. T'es multivers, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, mais Captain Marvel, elle traverse aussi les dimensions, tu vois, donc. Il y a match. Ouais. Non, donc j'y vais. Nouvel appartement. Vraiment, là, j'essaye de faire les choses un peu mieux. Parce que quand je suis arrivé, donc suite au décès que j'avais eu en 2017, là, c'était bordel. Hein. Je suis arrivé, j'étais chez une copine, après j'ai pris un studio là-bas, après je me baladais avec mes sacs un peu partout. Là, j'ai dit, là, on fait les choses bien. Je me suis pris un appartement. J'ai signé mon contrat donc avec la chaîne de télévision. Et on me propose, on me dit, ça te dit d'aller au Ghana, il y a le festival en décembre, j'étais jamais allé, je dis, allez, let's go. Là-bas, je rencontre plein d'artistes. Les anglophones sont plus speed dans le travail. Quand ils voient une opportunité, je trouve les francophones, on a une tendance à beaucoup parler. Ouais, ça serait bien qu'on se fasse ça, et puis on se fera un café, on se dira ça, puis on se fera un call, et puis alors que les Anglais, c'est en mode, ok, when? Just do it. Ouais. Et du coup, j'aimais bien ce truc-là. Du coup, je me suis fait plein de contacts, et je suis revenu à Abidjan. Donc, je suis parti décembre 2019 au Ghana. Je suis revenu à Abidjan, donc après le jour de l'an, en janvier 2020. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde est malade, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Et pour moi, cette période, elle est super importante parce que c'est comme dans un film, quand c'est la fin du monde, mais les gens, au début, ils captent pas ce qui se passe. Genre, on était tous malades et on s'est tous dit oui, on a trop fait la fête au Ghana et tout, sauf que je pense qu'on a tous eu le Covid, qui n'était pas encore connu. Ensuite, il a commencé à avoir l'épidémie en France, les morts, on ferme les vols, on ferme les aéroports. Moi, je suis à Abidjan, je kiffe ma vie, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de truc, non. Du coup, je me dis, bon, ça va, je reste. Et pour la première fois depuis plusieurs années de ma vie, je suis à la maison, je travaille pas, et je suis avec moi-même. Aïe. Ouais. C'est là que tu te rends compte que fuir les problèmes ne les règle jamais. Ne les règle pas.
C'est là que mes problèmes m'ont dit donc, c'est comment? Bonjour mademoiselle. Ils se sont posés à côté de moi dans mon salon, ils m'ont dit ça va? Ça va? Je te jure, c'était n'importe quoi. Je faisais des insomnies, je faisais des cauchemars, je faisais des crises d'angoisse, c'était n'importe quoi. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que les gens étaient comme ça parce qu'ils étaient enfermés. Moi, j'étais pas enfermé, hein. Ouais. J'étais juste... Je travaille juste pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, du coup, il n'y a pas vraiment eu de comment on appelle ça, confinement. Confinement. C'est pas possible en Afrique de faire un confinement. C'est pas la même vie. Mais il y avait beaucoup de règles d'hygiène et du coup, j'étais en chômage forcé par rapport au Covid. Et du coup, j'étais à la maison, donc je pouvais sortir, je pouvais aller à la mer et tout, mais j'étais avec moi-même, quoi. Ouais. Et ça m'a tellement mis une claque dans mon visage. Ouais. Et c'est trop drôle parce que j'ai été un peu radical, mais j'ai commencé à tout noter. J'ai fait comment on appelle ça, résumé de ma vie de ces dernières années, professionnelle, amicale, amoureuse, familiale. Donc j'ai commencé à faire un tri. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, telle personne, mais c'est pas mes amis en fait. À tel moment, donne les noms. On mettra des photos du carnet sur Insta. Ah ouais, non, mais tu sais, à ce moment-là, tu commences. En fait, j'avais le temps de réfléchir. Ouais. Je me suis rendu compte aussi que j'ai fait des dingueries. J'ai eu un décès, je me suis barré, j'ai arrêté de parler à tous les gens qui m'ont pas dit mes condoléances, comme si j'ai été très algérienne. Très algérienne, très ivoirienne, très bêtée. Okay. Bah, en même temps, c'est dans mon sang. Faut accepter aussi l'ADN. Et du coup, bah, je me suis laissé être triste, je me suis laissé aller et j'ai pris la décision de revenir en France. En fait, c'est très simple. Je me suis dit, mais en fait, tout ce temps-là, j'étais en train de me bagarrer avec le travail, avec les voyages, avec tout ça, parce qu'en fait, j'étais un peu triste, je me rendais même pas compte. Et du coup, j'ai dit, ok, bon, maintenant ça va mieux, c'est bon. Mes problèmes, ça va, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire de la musique. Et j'ai commencé à mixer. T'avais jamais mixé avant? Jamais. Jamais touché une platine avant? Jamais. Okay. J'en ai vu toute ma vie. Ouais. J'ai touché des disques. J'ai dansé sur le dance floor quand les DJ mixaient, mais je n'ai pas touché. Et j'avais un ami, Landry, que je remercierai jamais assez, qui avait des platines chez lui. Et il m'a dit, ah, tu sais, je les utilise pas, tu viens quand tu veux, le pauvre. Je suis allé chez lui à 18h jusqu'à 6h du matin, je mixais encore. Ah ouais, c'était n'importe quoi. J'ai commencé à mixer, j'ai kiffé. Et en fait, j'étais tellement heureuse qu'on en revient à ce truc d'être dans mon cocon. Je l'ai dit à personne. Parce que j'avais pas envie qu'on me fasse chier, qu'on me dise « Mais toi, t'as tout le temps des nouvelles idées, t'as tout le temps des nouveaux projets, t'es pas stable. » Ça, pour moi, c'est vraiment la phrase des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas pareils. Désolé, quand on est pluridisciplinaire, oui, on fait plusieurs choses. On aime démarrer des nouveaux projets et c'est pas grave si on les finit pas. La vie, c'est pas linéaire. Non, mais c'est important de le dire. T'as compris qu'on l'a fait venir pour qu'elle parle pour nous. Voilà. Insulte encore. Lâche-toi. Non, mais parce que pendant longtemps, puis il y a la jeunesse aussi, des fois, qui fait que on sait pas si on est sur le bon chemin. Et t'as toujours cette personne qui vient te dire un truc qui te déstabilise alors qu'en fait, c'est eux qui sont dans le faux. Donc dédicace à tous ces potes à qui je ne parle plus, qui m'ont fait passer pour une fille instable ou qui m'ont dit que fallait que je sache ce que je veux dans la vie. Je sais très bien ce que je veux dans la vie, c'est juste que moi je veux plein de choses et toi tu te suffis avec tes miettes. Tant mieux pour toi, mais laisse les gens vivre de leur pluripotentiel. Donc comme je dis souvent, si t'entends ça et que tu penses que c'est toi, c'est bien toi. Ouais. Non mais on souligne... On l'a souligné, mais c'est vrai que c'est un truc important, l'entourage, à quel point c'est quelque chose qui nous construit dans notre vie, mais à quel point à d'autres moments, il faut savoir s'en détacher à tout prix. Mais déjà, c'est pas tes amis. Hein. Ton entourage dont tu dois te détacher, c'était des personnes de passage. Mais même dans ton entourage proche, t'as des fois ce genre de pensée limitante un petit peu. Mais après ça, c'est de la projection. Soit c'est de la peur. Exactement. Par exemple, moi, mes parents ont eu peur. Mais normal. Ils ont galéré, ils ont souffert, ils n'avaient pas envie que je vive la même chose. Mais comme j'ai dit à ma mère à l'époque, on est en 2020, parce qu'on était en 2020, on est en 2020, c'est fini l'époque où être DJ, être rappeur ou être danseur, c'était pour les troubadours à Châtelet ou sur la place du Troca. On peut en faire quelque chose. En plus, j'ai fait des études de com, j'ai payé 10 000 balles mon école, faut que ça me serve. Je sais comment faire une stratégie de communication
pour qu'on me voie sur les réseaux, grâce à mes concours de Miss, j'ai une communauté qui me suit, je sais que ça va le faire. Et en fait, ça, je l'ai dit seulement quand je suis arrivé en France, pour pas que mes parents s'inquiètent. Mais sinon, là, quand les gens me demandaient ce que je fais, je disais rien. Hein. Ouais. Je disais, je fais rien. Mais comment tu fais pour vivre? Je vends mes fesses. Comme c'est ça que vous avez envie de sous-entendre. Non, mais voilà, j'avais mis de côté et je m'entraînais à préparer ce que j'avais vraiment envie de faire sans qu'on intervienne, sans qu'on me dise des choses qui vont me démotiver. De toute façon, c'était pas possible. Je suis algérienne, je suis bêtée, je suis têtue. Personne n'allait rien dire et puis ça allait m'arrêter. Mais j'avais besoin de... Et puis je sortais d'un moment d'introspection intense. Je me suis retrouvée avec moi-même, je me suis coupé des réseaux, j'ai commencé à mixer, ça m'a fait du bien. J'ai recommencé à prendre des couleurs, du poids. J'ai recommencé à me retrouver. J'ai enlevé les gens de ma vie que je considérais finalement pas sains. Parfois, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas sains pour certaines personnes, mais il faut quand même couper en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, et en fait, c'est drôle parce que ça, je le dis souvent aux gens, je n'avais pas de travail. Je suis avec mes valises. Je débarque à Paris, j'ai trouvé un appart F2, grand, super bien placé, direct. Parce que j'ai l'impression que quand tu sais où tu vas et que toutes les étoiles sont alignées, tout se passe naturellement en fait. J'ai pas eu de problème. Et pourtant j'avais peur, hein. Je me suis dit putain, je vais arriver, ça va être chaud. Non, je dis autour de moi, voilà, je cherche un appart, je vais travailler, t'inquiète, mais là je n'ai pas de CDI, je n'ai pas de toute façon je comptais pas retourner en CDI. Je n'ai pas de bulletin de salaire, il faut me faire confiance, voilà. Et mon propriétaire, je l'oublierai jamais. Il m'a dit bon, vous m'inspirez confiance, mais je vous fais confiance, hein. Mais en fait, vous me la mettez pas à l'envers. Et j'ai dit non, vous inquiétez pas. C'est ce que je cherchais dans ma tête là pendant que tu étais en train de parler, mais tu le dis là en fait, c'est que quand t'es dans ta voix finalement, t'inspires cette confiance là. Ouais. Et peut-être que si t'étais pas convaincu toi-même, oui, à ce moment-là, j'aurais tu pas peux convaincu pas les autres. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit, ouais, souvent les étoiles s'alignent ou bien, mais c'est vraiment une question, à mon sens. C'est toi qui ouvres le chemin. Ouais, c'est non, j'étais en quoi? J'étais en Moïse. J'étais en... Non, j'étais en Captain Marvel, tu vois, quand elle est toutes les couleurs, toutes les flammes, là. J'étais comme ça. Là, j'ai défoncé la porte, je suis arrivé à Paris, j'ai fait du contenu où j'ai mixé, j'ai posté 2-3 vidéos, elles ont fait 70 000 vues, 100 000 vues. Bam, bam, j'ai commencé à mixer partout. Et ça y est, c'était parti. Yes. Donc, et c'est parti vite et fort. Et c'est parti vite et fort parce que la première année où j'ai mixé au Grand Rex, j'ai fait ce festival de Cannes. La deuxième année, je suis parti en tournée pour un artiste. Enfin, c'était n'importe quoi. Franchement, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis mais... Doucement. Ouais, doucement, pardon, c'est vrai. Festival de Cannes, t'as fait quoi? J'ai mixé... alors, il y a le festival du film, il y a le festival de la pub. Oui. Et lors du festival de la pub, certaines marques réservent des plages. Et elle book DJ Snake, elle book Jay-Z, tout ça. Et moi, ils ont booké Black Eyed Peas et ils m'ont demandé de faire la première partie. Et ça faisait... ils ont booké Namasty. Ouais. Voilà. Et ça faisait même pas un an que je mixais. Merci. Ah non, j'ai oublié de préciser aussi. Attends. La marque qui fait les platines, les contrôleurs, les casques et tout m'a contacté pour m'envoyer gratuitement du matériel et me payer pour que je leur fasse du contenu. Et j'y croyais pas. Je croyais que, vous voyez les mails qu'on reçoit à spam là. Ils viennent se vendre chez toi d'ailleurs. Les brouteurs. Je pensais que c'était ça. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Je vois le nom responsable marketing, pionnière, Londres. Et j'ai une pote, elle me dit, mais Hélène, c'est un vrai mail. Ouais. Je le montre et tout. Je dis, ça, c'est pas vrai. Elle me dit, si, c'est un vrai mail. Du coup, je réponds, oui, bonjour, voilà mon tarif. Ok, est-ce qu'on peut avoir votre adresse pour vous envoyer? Tellement je suis parano. Parce que bon, on sait jamais, avec toute cette exposition, moi, je peux pas donner mon adresse comme ça. Je donne une boîte postale, il m'envoie platine, casque, tout. Fil, tout ça. Et je me rappelle, il y a un DJ, quand on dit il y a des gens qui sont pas nos amis là, que j'aimais beaucoup. Ça faisait 10 ans qu'il mixait, mais il n'a jamais pu en vivre. C'était une passion, mais voilà. Ouais. Il me dit, mais comment t'as fait? Mais c'était pas de la bienveillance. Il avait le seum. Ouais. Il m'a dit, mais ça fait 1 an que tu mixes. Comment t'as fait pour qu'il t'envoie des platines? Ouais. J'ai dit, laisse ça, Petit. Petit, laisse ça. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai été booké pour faire... Et en fait, ça m'a tellement chamboulé que j'ai le Covid d'ailleurs, parce que je l'avais jamais eu. Ah ouais? Ouais, je suis rentré, je suis tombé malade de fou. Et du coup, je crois que... ça. Non, c'est Dieu, lui. Il m'a mis une gifle. Il a dit, calme-toi aussi, c'est bon, on n'a pas dit de travailler tous les jours. Et du coup, je me suis reposé.
Et c'était génial parce que c'est arrivé juste avant mes 30 ans. Du coup, j'ai fêté mes 30 ans dans la joie et la bonne humeur. Et tu as parlé d'une tournée aussi, tu peux revenir dessus. Ah oui. Donc je continue de mixer. Ça devient fatigant parce que du coup, au début, il y avait l'euphorie du début, tout ça. Mais après, ça devient fatigant parce qu'en fait, c'est un métier qui se fait de façon intense. Et la nuit. T'enchaînes la nuit, tu dors pas beaucoup. Tu changes, tu voyages. Quand tu rentres chez toi, t'es un peu lessivé. Mais en fait, ce qu'on oublie avec les DJ, c'est qu'on travaille pas que quand on est sur scène. Il y a un travail. Bah oui, il faut préparer, faut télécharger de la musique tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux tubes qui sortent. Et faire preuve d'une veille aussi. Exactement, c'est ça en fait. T'es tout le temps, tu dois toujours connaître les. En fait, pour moi, après, chacun son niveau d'exigence. Mais moi, j'ai été autant exigeante en tant que DJ que je l'ai été en tant que mannequin ou en tant que responsable com. Pour moi, je peux pas être DJ et on me parle d'un son et je sais pas ce que c'est. Du coup, je m'obligeais à écouter H24 des nouvelles playlists, de nouveaux sons, même de styles musicaux que je n'écoute pas. Et ça m'a fatigué. Ouais. Du coup, j'ai commencé à diminuer un peu. Au début, je travaillais du lundi au lundi. Ensuite, j'ai commencé à faire du jeudi au lundi. Et ensuite, Et en fait, j'ai appelé Charles parce que je lui ai dit j'ai besoin d'un agent, j'en peux plus. Les mecs, ils m'appellent, ils me bookent, après, ils mettent du temps à me payer. J'ai besoin d'un grand frère qui va leur parler. Ouais, c'est comment là? Et Charles, il m'a dit si t'as besoin que je te fasse un contrat ou que j'appelle quelqu'un, je veux bien, mais moi, je suis au Canada, je suis un boxeur, pas le temps. Voilà. Et du coup, il y a mon oncle qui est mon / meilleur ami, mon amour, mon chéri, mon oncle, quoi, qui me dit, qui m'accompagne sur une date. Et il s'avère qu'on me propose pas d'eau, on me donne pas à manger, donc je suis là, je travaille, j'ai soif, il est obligé Et il me dit, mais c'est pas normal. Et en fait, il se comporte un peu comme mon agent. Tu sais, il va les voir, il leur dit, mais c'est pas normal, elle a pas eu de bouteille d'eau, elle a pas mangé, faut qu'elle fasse une pause, faut qu'elle aille aux toilettes, nan. Et on se regarde, et en fait, c'est grave drôle parce que vraiment, on s'est regardé, genre, mais est-ce que tu vas pas être mon agent en fait? Ça s'est fait naturellement. Mais vraiment, genre, il m'a regardé, et le pire, c'est qu'on est tout le temps ensemble. Mais des fois, c'est ça aussi, des fois, tout est tellement devant les yeux qu'on voit pas. On voit pas. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est devenu mon agent. Et à partir de là, la vie est devenue tellement belle. Parce que c'est Est-ce qu'on peut lui faire une petite dédicace? Ouais, dédicace Franck. En plus, il est tellement humble, il dit jamais tout ce qu'il fait, mais de base, il est agent de footballeur. Okay. Donc c'est pour ça que c'était une évidence. Il s'occupe déjà de jeunes. Ouais. Il a écrit un livre sur les relations. Je vous invite à l'inviter d'ailleurs. Je vais vous le présenter. Il est génial. Avec plaisir. Ouais. Il a écrit un livre. Il bosse à la SNCF, donc il a un travail. Il est papa de 3 enfants. Ok. Et il a une nièce superstar, méga star, dont il doit s'occuper. Donc c'est un vrai hustler et il est adorable et il mérite tout. Franchement. On le salue, mais c'est vrai que c'est important parce que il y a pas mal d'artistes qui vont choisir naturellement quelqu'un de leur entourage ou de leur famille parce que c'est une personne qui est de confiance et qui va forcément aller chercher à représenter tes intérêts, enfin les intérêts de l'artiste. Ouais, mais c'est pas forcément vrai ça. Mais et en plus de ça, il y a quand même une dimension professionnelle. Lui, le fait qu'il soit déjà agent, c'est puis plus âgé que moi. Ouais. Puis un homme. En fait, j'avais besoin d'un homme plus âgé parce que ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais c'est une industrie masculine. Je suis une fille. Je suis un peu mignonne quand même. J'ai pas besoin de le dire, j'ai déjà été Miss 3 fois. C'est pas facile en fait. Et j'avais plus envie de négocier. C'est bon en fait. J'ai fait ça. Tu sais pourquoi tu me bookes, tu sais pourquoi tu veux que je sois à ton événement. Si tu n'as pas l'argent, pardon, laisse-moi. Et des fois, c'était des appels. On me négocie, on me rappelle. On essaye de faire les mesquineries, tu sais, j'ai des charges. Comme si moi, j'ai pas de loyer, j'ai pas une voiture, j'ai pas une famille à faire, tu vois. Et du coup, avec lui, ça me mettait un filtre qui faisait que moi, j'avais juste à venir mixer. Tu te concentres sur ton art. Et rentrer chez moi et me reposer. Et c'est lui qui gérait l'avant, l'après. Et en plus, le pire, c'est que pour moi, ce qui était logique, c'est qu'il prenne un pourcentage sur tous mes bookings. Mais il voulait pas. Parce qu'il me disait, mais Hélène, je sais pas si tu te rends compte, mais on n'a jamais cherché de clients. Ils viennent à toi. Donc je ne travaille pas en fait. J'appelle juste pour dire oui, à quelle heure, quand, ok, les conditions, je travaille pas. Donc il a jamais pris d'argent sur les bookings qui sont arrivés à moi. Et pendant 2 ans, ça a été comme ça. Donc c'est important de le dire parce que je refuse ce système. Pour moi, il faut payer tout le monde. Toutes les personnes qui travaillent avec nous, même pour un petit job. Pour moi, c'est très important pour se soutenir. C'est un écosystème qu'on crée aussi. Et comme tu dis, c'est pas qu'on est de la même famille qu'on a les compétences et aussi qu'on a le recul. Quelqu'un de ta famille va être peut-être plus dur
Par exemple, tu vas être malade, il va dire, ah, c'est bon. Voilà, alors que quelqu'un qui ne te connaît pas va vouloir vraiment que tu sois dans les meilleures conditions, etc. etc. Donc, non, franchement, c'est un ange. Mon agent, c'est un ange. Eh ben, on le salue. Merci. Heureux que tu sois accompagné par lui. Tu parles, mais t'as pas expliqué la tournée. Là. Ok. Name dropping, nous. Ok. Non, mais En non voilà. seulement le name dropping, mais aussi comment ça s'est passé. Ouais. Une tournée, c'est particulier quand Ok. même. Du coup, je travaillais. Donc, comme je diminuais mes sets, mais c'était plus qualitatif. Je faisais des événements, on va dire, de plus grande envergure, ou pour des marques, ou pour la Fashion Week, mais je faisais plus des soirées tous les jours. Tu te rappelles, Serge, au restaurant dans le 18e? Ouais. Pardon. Non, mais parce qu'en fait, c'est drôle quand on se rappelle là où on a commencé, et Ah, après, c'est où important, ça va. c'est important. Ouais. Du coup, comment ça se passe? En fait, j'ai parlé tellement de choses que je me rends compte que j'oublie. Moi, je fais quelque chose, puis une fois que c'est passé, allez, au prochain truc. Alors qu'en fait, j'ai fait plein de Ça choses. sert à ça le podcast. Ouais. Concentre-toi sur cette tournée qui arrive au cours de la première année. Cette Ouais, tournée non, avec un- deuxième du coup. Ah, Donc ma deuxième, première année passe. Deuxième année où je deviens un peu plus professionnel. Mhm. Où j'ai des clients réguliers, d'autres clients avec qui ça s'est mal passé. J'ai mes premières expériences en fait d'orgas qui parlent sur moi, des choses que voilà, je m'y attendais pas parce que moi j'étais dans mon euphorie de je suis DJ, je vis de ma passion, c'est génial, on me paye pour faire un truc que j'adore. Et du coup, je pars en vacances parce que j'ai été... Ah oui, du coup, je fais une année de malade. Je vais mixer à LA, je vais mixer en Jamaïque, je vais mixer en Martinique, je refais le festival de Cannes une deuxième fois. Et je sais pas si on peut appeler ça un burn-out parce que je trouve qu'il y a des mots des fois qu'on utilise trop facilement, mais j'en pouvais plus, j'étais Un fatiguée. essoufflement, ouais. Ouais, on va dire un essoufflement parce que j'étais Ça se fatiguée. voit qu'elle n'a pas écouté le podcast parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Ah ouais, du burn-out. Du fait que c'est un mot que les gens utilisent pour tout. Trop n'importe facilement, quoi. alors qu'en Ouais. vrai, c'est comme la dépression violent, c'est très ou la violent, toxicité, c'est des mots techniques quand même. Du coup, je m'essouffle. Et je dis à Franck, s'il te plaît, peu importe les bookings qu'on reçoit, à part si c'est DJ Snake, hein, s'il te plaît, dis que je suis pas dispo là pendant un mois. Mhm. Un mois ou deux. Et j'ai même fait ce qu'on appelle de la dissociation, je ne savais même pas ce que c'était. Ça m'a choqué. Explique-nous. Alors, pour ma part, j'étais là sans être là. C'est-à-dire que les gens me parlaient, j'entendais pas, j'oubliais tout. Vraiment, mon corps m'a dit « Oh, tu as déjà fait ça. On a parlé avec toi. » Tu recommences. Tu veux qu'on revienne s'asseoir à côté de toi? Ça va? Du coup, j'ai dit « Ok, on va se calmer. » Donc, la dissociation, c'est une maladie. Hein. Enfin, C'est un symptôme. c'est un symptôme. Voilà. Y a des gens qui peuvent ne pas reconnaître des visages familiers. Y a des gens qui n'entendent pas bien, ce qui est important pour la suite de ce podcast. Ah bon. Voilà. Y a des gens qui... Je sais plus, mais en tout cas, la dissociation, ça peut être plein de symptômes différents. Et en fait, je comprenais pas ce que j'avais. On me parlait, j'écoutais pas. Enfin, j'étais pas là, en fait. Mmh. Vraiment, j'étais saoulée de tout le monde. Et mes proches se sont un peu inquiétés. Parce qu'ils me disaient, mais ça va? Parce que je restais chez moi, je sortais pas, je parlais à personne. Mais j'allais bien. Hein. Mhm. En tout cas, j'avais l'impression que j'allais bien. Je pense que j'allais bien. Mais mon corps commençait à être fatigué. Et c'est ce symptôme que j'aurais dû écouter qui m'a coûté très cher par la suite. Je pars en vacances. Et non, pendant ma pause, il y a une artiste qui s'appelle Lila, qui faisait partie du groupe Les DS, qui était très connue dans les années 2000. Enfin, en tout cas, elles avaient fait un gros tube. Mhm. Pour tous nos zookers. Ouais, pour tous nos cœurs. Je vais faire comme si je savais pas de quoi elle parlait. Mais... Qui me dit, écoute, je vais faire la première partie de Tyke pour toute la fin de l'année. Est-ce que ça te dit d'être mon DJ? Et j'ai dit, allez, let's go. Et en fait, je lui ai dit, tu sais, c'est dingue. Parce que j'avais besoin de ralentir le rythme. Là, je pars en vacances dans une semaine. Et en fait, ça tombe à pic parce que quand je reviens, je pense que quand je vais revenir de vacances, je serai rechargé, je serai mieux. Et en plus, une tournée, c'est des dates, c'est organisé, je sais quand c'est, donc je sais quand est-ce que je peux me reposer, tout ce que je n'ai pas fait. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, c'était trop évident. Comme tout ce qui s'est passé de toute façon hein, depuis que j'ai commencé à mixer. Du coup, je pars en vacances, trop bien, je kiffe et tout. Je reviens, on fait les répètes et la tournée commence et ça se passe super bien. Lila et moi, les gens pensent qu'on se connaît depuis des années alors qu'on venait de se rencontrer. Le feeling passe super bien. C'est une très bonne artiste, donc c'est pas comme si je dois faire semblant d'aimer alors que ça me saoule. Ouais. Non, elle a une très belle voix.
On est dans le même délire, etc. Taïk, je pense que son nom n'est plus à présenter. Moi, je l'écoutais pas particulièrement. En plus, j'étais en Afrique et j'écoutais beaucoup d'anglophones ou de trucs locaux, pardon. Mais les chanteurs de R&B ou d'afro, comme Afro Love, comme il dit Taïk, j'écoutais pas. Et agréablement surprise. Il est vraiment extrêmement fort. Il danse bien, il chante bien. Il est très exigeant avec son équipe et avec lui-même. Du coup, le show, c'était un vrai show à la quinri, en fait. L'exigence qu'on aurait pour des Américains. Et du coup, voir ça tous les jours, c'était génial. Sauf que j'ai commencé à déconner parce qu'une tournée, c'est fatigant pour le corps. Moi, entre les dates, j'arrivais à me caler des dates. Du coup, je me reposais pas. Et en fait, la régisseuse de la tournée m'a dit que je devrais m'acheter des boules caisses parce que j'écoutais pas le concert dans les gradins comme le monde normal. Nous, on est dans Captain Marvel ici. Moi, je me mettais dans le crash. Le crash qui est la zone de sécurité entre la scène et le public pour préserver l'audition. On n'est pas censé être là. Moi, j'étais là tous les jours pendant 3 mois. Normalement, tout est dans le titre. Hein. Le crash. Le crash, vraiment. Et non, mais en plus, moi, j'étais vraiment, genre, mes mains posées sur la scène. Genre, comme ça. Pour ceux qui connaissent le voyage du héros, là, on arrive à le crash. Donc, ce que je décris, c'est la caverne. C'est le moment où les héros affrontent l'épreuve ultime. Et en général, c'est un endroit très isolé où on se retrouve seul, soit très en profondeur, soit très en hauteur. Et je te laisse poursuivre. Et je commence à avoir des migraines pendant la tournée, mais je me dis c'est normal, je me repose pas, je vais essayer de faire moins de dates en dehors de la tournée. Mais le truc, c'est que c'était super rentable pour moi parce que j'étais payé par rapport à la tournée et j'avais mes dates à côté. Du coup, je pouvais mettre de côté parce que, comme tous les entrepreneurs et les gens avec un pluripotentiel, j'ai trop d'idées, j'ai tout le temps plein de projets, c'est juste le financement qui manque ou le temps. Donc je me disais, allez, je mets de l'argent de côté, comme ça, quand la tournée finit, je peux investir, tout ça. Et la tournée se termine, je crois que se termine par Bercy d'ailleurs, parce que ça c'est une de mes grosses fiertés, j'ai oublié plein de choses, mais en tout cas ça on va pas oublier, j'ai fait Bercy, j'ai fait la première partie avec Lila à Bercy, c'était une date incroyable, devant 15 à 20 000 personnes. En plus, Franck, qui n'avait pas de place, écoutez comment la vie est, il arrive dans la fosse, il y a un des mecs de la sécurité, c'est quelqu'un de notre famille. Il lui dit, allez, je te fais passer devant. Du coup, j'arrive sur scène, il y a mon oncle, mon agent, devant moi. Ouais. Donc, c'est bon. Je me suis connecté sur sa fréquence. Il n'y avait que lui pour moi. C'est bien. Du coup, bête de moment. Et je commence à avoir plein de migraines. Et moi, je devais partir, parce que fin d'année, j'essaie toujours un peu de partir en Afrique pour le business, pour le plaisir, et parce que c'est le feu. Hein. Du coup, je pars. Et je me sens pas très bien. Franchement, ma santé, ça allait pas, mais je savais pas ce que j'avais. Donc j'avais des migraines, j'avais mal à la tête, je comprenais pas. Mais je laissais. J'allais pas voir le médecin. Disclaimer. Allez voir les médecins, allez voir des médecins, allez faire des examens, parce que vraiment, vous allez le payer cher après. Je suis booké à Dubaï, dans l'avion, malade, mais comme n'importe quoi. J'arrive, je profite. J'ai pas vu Dubaï. J'ai été booké à Dubaï, mais je n'ai pas vu Dubaï tellement j'étais malade. Je vomis. En plus, c'était drôle parce que le vol de Dubaï, il fait Abidjan, Ghana. Enfin, Abidjan, Accra, Dubaï, Accra, Abidjan, pardon. Dubaï, je sais pas, bon, je me suis trompé, je me suis emmêlé. Mais c'était bon. Et dans l'avion, j'étais tellement malade que la dame à côté de moi, elle dit « Hé, ma fille, Yako, faut te reposer !» Vraiment adorable, elle s'est occupée de moi pendant tout le vol, j'ai vomi, enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, là, je vais au Togo chez une amie à moi qui habite au Togo. Elle m'a dit « Allez, viens, tu vas te reposer » parce que j'étais censée retourner à Paris. Mais je me sentais trop mal. Elle m'a dit « Viens, le Togo, c'est cool. » Dédicace à mes Togolais, Charles et Serge. La terre des vrais hommes. Et vraiment, ça m'a choqué parce que je connais. Faut pas réveiller le Togolais. Mais justement, tu sais ce qui m'a choqué ? C'est que quand je suis arrivée au Togo, je me suis rendu compte que je connaissais énormément de Togolais, mais ils sont tellement calmes c'est vrai. que je me rendais pas compte. Et ma copine m'a dit, mais oui, vous faites trop de bruit. Les Ivoiriens Sénégalais, on sait que vous êtes Ivoiriens Sénégalais, mais nous, on est calmes. Et du coup, j'ai découvert le Togo et je suis tombée folle amoureuse du Togo. D'ailleurs, j'arrêtais pas de leur envoyer des messages à Charles et Serge, leur dire ton pays, il est trop bien, c'est trop bien ici. On savait déjà. Non, le Togo, c'est incroyable. Vraiment, si vous devez visiter l'Afrique de l'Ouest, passez au Togo. C'est beau, les plages sont belles, les gens sont cool. C'est vraiment la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils sont pas bling bling. Après, si on aime la fête, tout ça, bon, Abidjan. Mais le Togo aussi, c'est pas mal. Donc, c'est là-bas que je me repose. Tu es en convalescence. Ouais. Et donc, ça va de mieux en mieux. Bah, je suis à la plage, je suis à la maison. Ça va, quoi.
Il y a pire. Et je reviens à Paris. Et toujours un peu malade, j'ai toujours un peu mal à la tête. Et bon, comme d'hab, je le dis à personne. Donc je bosse, mais moins, parce que je me sens pas bien. Et du coup, ça touche mon moral, parce que je suis un peu irrité, agacé. Tu sais, quand t'as mal au ventre, quand t'as mal à la tête, quand t'as une douleur comme ça que les gens voient pas, c'est relou. Parce que même des bons moments, t'arrives pas à les apprécier. C'est comme les rages de dents, les trucs comme ça, t'es pas bien. C'est insidieux, ouais, c'est Voilà. persistant. Ouais. Voilà, et du coup, y a plein de bookings que j'annule ou que je préviens que en fait, je serai pas disponible et tout. Et donc, Festival de Cannes, parce que du coup, mes clients me rappellent chaque année vu qu'ils sont satisfaits. Et au Festival de Cannes, cette année-là, la tête d'affiche, c'était Skrillex, donc un DJ extrêmement connu dans le monde. Il fait beaucoup d'électro, house, donc ça envoie. Archi connu sur les réseaux sociaux et il aussi. est adorable. Genre vraiment le mec trop cool, trop gentil, trop humble. Si tu sais pas que c'est une star internationale, voilà. Et donc ça se passe tellement bien que Skrillex m'invite à mixer avec lui sur scène. J'ai pas de casque, j'ai pas de boule caisse. J'entends et j'entends plus rien. Et je vais parler à mon oncle et il me parle et je dis t'as dit quoi? Et en fait je dis non mais je crois que j'ai mixé trop longtemps, j'entends rien et tout. Donc on rentre, on dort, le matin on se lève, on est à l'hôtel. On va prendre notre petit déj. Et il parle. Et je le regarde, je dis, tu te fous de ma gueule? Genre, je l'agresse. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais j'entends rien, parle fort, fais un effort et tout, je t'entends pas. Et il me dit, mais Hélène, je te parle fort. J'ai dit, non, tu te fous de ma gueule, j'entends rien ce que tu dis, arrête. Ouais. On va dans le train. Dans le train, il me parle, j'entends pas. Et lui-même, il commence à s'énerver sur moi que je fais exprès, quoi. Et là, en fait, je devais partir à Abidjan pour un événement. Et en fait, je me rends compte que j'entends rien. Les gens, ils me parlent, j'entends pas. À l'aéroport, le test, je comprends rien. Et je commence à paniquer. Parce que je me dis, oh. Donc là, sur nous maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je reviens à Paris. C'est le week-end des émeutes par rapport au jeune qui s'est fait tuer par la police, là. Ouais. Du coup, je reviens pour 2 festivals annulés. Dégoûté. Mais en fait, vraiment, quand je dis que tout est aligné, je me dis, mais Dieu m'a sauvé. Parce qu'en fait, les festivals sont annulés. Je vais chez l'ORL et il me dit, vous êtes en train de perdre votre oui. Si vous étiez venu peut-être il y a 6 mois, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, ce que vous avez perdu, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, on va vous faire des examens. Peut-être que c'est une tumeur. Peut-être que c'est opérable. Peut-être que c'est votre oreille interne. Des gros mots comme ça, ils secouent mon cerveau. Elle n'y est pas allée avec la réserve. J'entends même pas ce qu'il me dit. Je dis, ok. Et je recommence à dissocier parce que l'information, elle était tellement forte. Ouais, tu m'étonnes. Je rentre chez moi, je me mets Game of Thrones. Allez, on se retape toute la série parce que de toute façon, il y a House of Dragon qui sort l'année prochaine. Vraiment, j'étais dans un déni. Je l'ai dit à personne. J'ai juste dit, je suis fatigué, je vais plus accepter de booking pour l'instant. Et voilà. Et je fais l'été comme ça, je pars en vacances, je kiffe ma life. Ah non, je te vois. On s'est vu. On se voit toujours au moment, t'as remarqué? Quand c'est chaud. Quand c'est critique. Quand c'est chaud. Ouais. Et tout va bien là, parce que t'es venu aujourd'hui, tout va bien. Non, j'ai un appareil auditif là. Sérieux? Ouais. Et il se voit pas. Du coup, c'est trop bien parce que personne ne voit, mais j'ai un appareil. Et du coup, je peux pas mixer. Du coup, je retourne voir un ORL qui me dit, vous êtes DJ? Ah bah vous êtes plus DJ. C'est des gros plaisantins les oreilles là. Ah, grosse blague. Gros gag. On salue la communauté des oreilles de France. Faut faire un effort les gars. Et il me dit bah non, je suis désolé mademoiselle, mais tu sais les médecins ils sont factuels. Ouais. Vous allez pas abîmer l'oreille qui vous reste parce que vous voulez mixer mademoiselle. Bah non, bah non. Et je dis mais c'est mon métier en fait. Je suis auto-entrepreneur. C'est ma plus grosse rentrée de sous. J'ai des responsabilités, je peux pas m'arrêter. Il me dit, bah, vous avez pas un système, chômage, truc? Je dis, ouais, super. Et ouais, il est pas entrepreneur, lui. Ouais. Et du coup, je lui dis, mais du coup, je peux pas du tout mixer. Il me dit, bah, vous allez perdre l'oreille qui vous reste. Parce que là, en fait, on doit vous mettre un appareil. Faut vous ménager, en fait. Et il me dit, mais vous pouvez faire plein d'autres choses, vous êtes jolie. La phrase qu'on m'a dit toute ma vie. Ah, mais t'es tombé sur t'es tombé sur le combo. Ouais. Du coup, je sors du truc, je fais aucun examen. Et en fait, j'en parle à 2, 3, 4 personnes autour de moi. Et il y a un mec qui me dit, tu sais quoi, j'ai
j'ai un contrat pour toi dans la com, parce que du coup, moi, de base, c'est ce que je faisais avant. Ouais. Ils me disent que ça te dit. Je dis, allez, non, ça m'intéresse pas, non, non, non. Et je leur rappelle, je dis, ouais, vas-y. Je vais bosser quand même, ça va me faire du bien, là, puisque du coup, je travaillais pas. Et mon super autre oncle, le petit frère de ma mère, Saïd, il me dit, j'ai un plan pour avoir des appareils auditifs moins chers ou des lunettes... Non, pour avoir des lunettes de soleil, tu veux? Je dis non. Mais si t'as pour appareil auditif, je veux bien. Il me dit, il fait les deux. Je dis, allez. Et il m'accompagne et on me pose mon appareil. Alors que, normalement, il fallait qu'il ait tous les examens de l'ORL et tout, mais je les ai pas faits. Et il me dit, je vous le fais parce que je connais votre oncle et tout, mais il faut quand même aller voir l'ORL pour faire tous les examens, pour qu'ils disent exactement ce que vous avez, parce que moi, là, ce que j'entends, c'est juste que vous entendez pas. Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas une tumeur? Ça revient. Grave. Et du coup, je dis, ok, je fais mes examens. J'ai pas de tumeur, je vais pas mourir. C'est pas mon tympan, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est bon, le tympan, ça se soigne et tout. C'est pas mon tympan, c'est vraiment, non, juste j'ai perdu les capacités. C'est comme la vue. Les myopes, ils peuvent se faire l'opération, là. Mais si t'as le nerf optique qui est touché, t'es aveugle, quoi. Et du coup, ils me disent, non, vous pouvez pas mettre de casque ou d'écouteurs ou avoir de conversation avec le téléphone proche de l'oreille puisque vous allez vous abîmer, donc essayez d'être dans le silence. Du coup, je dis ok. Sauf que moi, je suis algérienne, je suis ivoirienne. Ça n'existe pas le silence chez nous. Déjà, ça n'existe pas de musique chez moi. Moi, soit je regarde un film ou une série, soit il y a de la musique. C'est jamais sans rien, déjà, de base. Ensuite, je viens d'une famille très bruyante. On se parle tous fort et tout, du coup, je le dis pas. Et je commence un peu à me renfermer sur moi-même. J'étais dans une petite déprime. J'étais pas en dépression, mais j'étais un peu déprimé. Et les bookers commencent à dire que je me la pète, puisque je refuse les bookings. Les gens pensent que je suis enceinte, puisque je poste rien sur les réseaux. Bref, comme d'hab, quoi. Ouais. Les suppositions, les ragots, les trucs et tout. Et du coup, je me dis, bon, tu sais quoi? Je parle jamais de ma vie privée, je raconte rien. Mais là, je suis obligé parce que c'est mon travail. Ouais. Et du coup, je mets un post, juste une photo. Je dis, voilà... j'ai un problème à l'oreille qui fait que je peux pas mixer. Donc désolé. Et je dis j'ai appris à mixer pendant le Covid, donc peut-être que là je vais devenir pilote de ligne, tu vois. Du coup les gens ils le prennent un peu avec la rigolade, mais en fait j'étais pas bien quand j'ai posté ça. Et le temps passe. Et en fait la fin d'année arrive et tu sais c'est un peu la période des bilans, la fin d'année. Puis c'est aussi la période où j'ai perdu ma grand-mère. Du coup tu vois c'est les moments où je réfléchis et tout. Et je me dis tu sais quoi? Tu vas le faire comme tu sais faire, dans la joie et la bonne humeur. Tu vas expliquer aux gens tout ce qui s'est passé. Et en même temps, ça va être l'occasion de proposer de faire autre chose, puisque de toute façon, là, je peux pas mixer. Et du coup, je fais une super vidéo où je dis que voilà, j'étais mannequin, j'étais Miss, j'étais entrepreneur, je peux faire de la DA, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais les gars, j'entends plus. Donc voilà, je poste ma vidéo qui cartonne. Tout le monde me dit la vidéo elle est trop belle. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu en entier. Ouais, ok. Du coup, il y a plein de gens qui me disent la vidéo elle est trop bien, t'es trop stylée, t'es trop fraîche. Genre, même dans les commentaires, je voyais les gens qui avaient pas vu la vidéo en entier. Et puis, t'as les gens qui m'appellent en pleurs. J'ai des copines qui m'ont appelé en pleurs. Hein. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais t'as besoin qu'on t'aide et tout. Je dis non, mais ça va, ça fait des mois en fait. C'est juste que c'est maintenant que je le dis. Et il y a plein de gens aussi qui s'excusent de m'avoir jugé, d'avoir fait des suppositions, d'avoir été dur avec moi. Et du coup, ça m'a fait du bien de le dire. Tu m'étonnes. Parce que c'était un lourd secret. Et du coup, en fait, en postant ça, je me rends compte que... Mais en fait, ça va. J'entends pas d'une oreille, mais ça va. Et il y a la CAN qui approche. Mon oncle, comme j'ai dit, qui était agent de footballeur. C'est dans mon pays. Je bosse pas. Je me dis, allez, let's go. Pars. De toute façon, là, t'as rien. Donc, je pars. Je vis ma meilleure vie. On gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, permettez-moi de me présenter championne d'Afrique 3 étoiles. Bonjour. Salut. Salut. Salut, enchanté. On va rien dire pour pas se couper. On va rien dire. C'est l'auditoire. Mais enchanté. Voilà. Et je reviens pleine d'énergie. Et en fait, comme d'hab, avec l'énergie, comme tu as dit tout à l'heure, avec la conviction, on me propose de bosser, je passe des entretiens. Donc là, je suis en plein dedans. Donc c'est trop bien parce qu'on pourra faire une deuxième session où je vous raconterai la Carrément. suite. Saison Parce que 2. là, grave, parce que là, j'ai passé plein d'entretiens. Ah oui, j'ai oublié de dire. Un problème n'arrive jamais. Ça va être le titre de l'émission. j'avais oublié. J'ai oublié de dire. Non, mais en plus, c'est drôle parce que même avec mes potes, quand je parle, c'est toujours comme ça. Genre, ah mince, j'ai oublié de te dire. J'ai oublié de préciser que dans la période où j'ai perdu mon ouïe, j'ai eu un gros incendie dans mon bâtiment qui a fait que je pouvais plus dormir chez moi. Donc j'étais méga
vulnérable. Et c'est drôle parce que je faisais beaucoup de rêves comme si j'étais un enfant. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que la dernière fois que je me suis sentie aussi vulnérable, c'est quand j'étais un enfant, en fait. Genre, je peux pas dormir chez moi, j'ai besoin des autres, j'entends pas bien, je dois m'adapter à un appareil auditif et tout. C'était super compliqué. Donc, la Côte d'Ivoire m'a beaucoup aidé, vraiment. Ça m'a permis de reprendre confiance, pour travailler, même pour parler avec les gens, j'avais peur. Parce que quand j'ai eu mon appareil, je me suis dit, les gens vont le voir, ça va être bizarre. Après, j'ai vu que les gens voyaient pas. Du coup, j'ai essayé de tendre mon oreille comme ça. Les gens qui savaient, ils étaient un peu gênés quand ils me parlaient. Je le sentais qu'ils essayaient de parler un peu plus fort. Les gens qui savaient pas, je n'osais pas trop leur dire. C'était un peu... Et puis, il faut s'acclimater à cette nouvelle vie, ouais. entre guillemets. Ouais. Et ces nouvelles compétences que tu vas acquérir avec cet appareil auditif. Et puis, mais là, je suis... on a dit quoi, Captain Marvel, Dr. Strange, là, je suis... il s'appelle comment ? Daredevil. Daredevil, ouais. Pire, elle a le pédigré. Elle a les rêves, t'as le pédigré Marvel. Ouais. Après, t'as cité Game of Thrones aussi. Bon, on valide. Ouais, non, et du coup, c'est ça. Et du coup, là, je suis en plein dedans. Je suis revenu il y a 2 semaines. Donc là, je visite des apparts, je fais des entretiens. Donc là, je suis dans ça. Écoute, là, le récit, il est ouf. Je te le dis. Et c'était fluide et tu vois, on n'a même pas eu à intervenir. Dès que tu lâches les chevaux et que tu reprends le sérieux, ça se passe tout seul. Moi, j'ai juste un truc sur lequel j'aimerais revenir. C'est ce rapport que tu as avec la Côte d'Ivoire. Et tu parlais donc le fait de rajouter à chaque fois le HY à différents projets. Et un projet dont tu parles très peu. Et tu sais duquel je parle. Il est chiant, hein. Et donc, si tu peux... je dirais pas ça, je dirais qu'il est exigeant. C'est ce qu'entre nous, on appelle ça la bienveillance relou. Ouais. Voilà. Donc, voilà, pour finir cet épisode... c'est peut-être le coup de pouce que nous on peut te donner par rapport à ce projet-là, c'est que tu en parles et que plus de gens puissent peut-être s'engager avec toi là-dessus. Le projet de ma marque ? Non, la marque, tu veux en parler ? Non, pas du tout. Donc... Quelle autre association ? Merci. Ah, ok. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Putain, je suis un génie. T'as vu comment elle est relou. Mais je suis vraie Algérienne. Elle peut pas être humble, toi aussi. Ok, alors du coup, je vous dis que je pars à Abidjan quand ma grand-mère décède, donc j'ai besoin de me raccrocher à un truc. C'est très égoïste, hein, les associations, le social. Sachez qu'on le fait plus pour nous que pour les autres. Je tiens vraiment à le dire parce que souvent, il y a des gens qui me disent franchement, t'as le cœur sur la main. Je dis, mais est-ce que vous savez ce que ça m'apporte de le faire ? Donc, quand ma grand-mère décède, dès que j'arrive à Abidjan, j'ai une amie qui me dit, ça te dit, on va à l'orphelinat, on va distribuer des cadeaux pour Noël. Parce que donc ma grand-mère se fait enterrer le 22 décembre. Noël pourri, il n'y a pas de Noël cette année-là. Ouais. Je dis, ah ouais, trop bien. On va faire des courses, on va dans un hôpital. Bon, moi, ça, c'est ma limite. Je supporte pas les hôpitaux, même pour moi. Donc, alors, voir des enfants malades, laisse tomber. Donc, on va à l'hôpital, on donne les cadeaux, ambiance un peu glauque. Et après, on va à l'orphelinat. Et trop bien. Révélation. Et je dis, mais en fait, est-ce que je vais pas créer une association pour faire ça tout le temps ? Et du coup, je crée une association, pas administrativement, mais dans ma bouche. Parce que c'est important de le dire. Donc, je crée une association sur les réseaux. Je dis, voilà, j'ai ouvert un compte qui s'appelle l'association Souris. Donc, HY. Okay. Et le but, c'est de récolter le maximum de cadeaux, denrées, vêtements, tout ce qu'on peut apporter à des enfants, sachant qu'il y a aussi des adolescents. Mais vraiment bébés, hein. Et moi, je m'occupe avec ceux qui le souhaitent d'aller les distribuer. Ok. Et du coup, ça marche super bien. Et du coup, je le fais pratiquement toutes les semaines pendant des mois et des mois. Hein. Pendant 1 an, hein. Je l'ai fait. Après, je courais un peu partout, donc j'avais des périodes creuses, mais je le faisais tout le temps. Des fois, sans aide, j'allais moi-même acheter plein de trucs et j'allais toute seule. Et j'ai fait des t-shirts, donc le compte Instagram, il a été créé, association Souris, SOURRHY. Et en fait, en 2020, je fais un gros truc, parce que je savais que je partais. Et je me suis dit, là, je vais pas pouvoir revenir avant un moment. Du coup, je demande à tout le monde, même les personnalités un peu connues sur les réseaux, est-ce qu'elles peuvent m'apporter chez moi de la nourriture, des jouets, des vêtements, des livres, etc. Et j'ai beaucoup de gens qui m'apportent. C'était tellement rempli chez moi que j'ai dû laisser dans la loge du gardien.
Ok. Des sacs de riz, des vêtements, des jouets. J'ai une amie qui me propose de me donner un chauffeur pour m'accompagner. Et moi, je dis, mais en fait, là, j'ai besoin de bras, je vais pas pouvoir faire ça toute seule. Et du coup, mon pote qui m'a laissé ses platines pour apprendre à mixer m'accompagne. Plus... Lui, c'est le gars sûr, lui. Ouais, grave. C'est le mec de l'ombre. Il bosse, il fait pas de bruit. C'est un comme vous, là. Comme Serge, comme Charles, c'est ça. Ok. Moi, j'aime bien les gens comme ça, c'est les vrais. On salue Landry, c'est ça? Landry. On le salue. Et on va... et on se lève tôt le matin. Et ah oui, et je voulais faire pour marquer le coup, je l'ai fait le jour de l'Aïd. Puisqu'en Côte d'Ivoire, c'est une grosse fête, c'est férié, c'est pratique. Et du coup, on fait l'orphelinat Marie-Thérèse Oufé-Boigny. Donc, c'est l'orphelinat de l'ex-première dame, qui est très bien entretenu. Et en fait, c'est un orphelinat et un centre pour les enfants qui ont des handicaps. Ensuite, on fait l'orphelinat Mère Teresa. Pareil, beaucoup d'handicaps. Je préviens parce qu'il y a des gens qui supportent pas. Ouais. Même moi, je suis un peu sensible. Hein. J'ai vu qu'il y a des déformations. Tu vois, un enfant qui a un corps un peu... Voilà, je peux vite pleurer et tout, donc bon, c'est pas intéressant. Et il y a l'orphelinat que j'appelle mes enfants, mes bébés, parce que c'est celui où je suis allé en premier, où je vais tout le temps, qui s'appelle Mission d'amour. Et en fait, ça, c'est un orphelinat qu'une dame a créé toute seule. En fait, elle a pris une maison et puis elle accueille des nouveau-nés. Souvent, soit c'est la mère qui est décédée à l'accouchement et la famille n'avait pas les moyens, ou personne n'est venu récupérer l'enfant, soit c'est des jumeaux. Ok. Du coup, les familles n'ont pas les moyens ou ont abandonné les enfants, donc il y a des jumeaux, des triplés et tout ça. Et il y a beaucoup de nouveau-nés. Hein. Je tiens à le dire, parce qu'à chaque fois que j'y vais, il y a toujours un nouveau bébé qui est là, qui a 2 semaines. Du coup, c'est un peu choquant. Parce que nous, dans nos entourages, nos familles, quand on voit un bébé de 2 semaines, il est couvert de cadeaux, tout le monde est là. Non, mais là-bas, il est dans un orphelinat, en fait. Ouais. Il est avec d'autres enfants. Il y a des nounous, mais bon, personne ne s'occupe trop. Donc, les petits sont super précoces, ils sont super speed. Voilà, donc j'y étais là, d'ailleurs, il y a 2 semaines. ONG Mission d'amour. Et d'ailleurs, si quelqu'un écoute ce message et va à Abidjan, il y a une fille qui avait une boutique de vêtements pour bébés, qui est en liquidation et qui me donne les vêtements pour les orphelinats. Donc, il faut que je les amène. Donc, si quelqu'un a un bagage pour amener les vêtements, je veux bien... Voilà. Et ça, je ne l'ai pas créé en France encore. C'est pour ça que j'ai dit je l'ai créé dans ma bouche. Ouais. C'est pour ça que j'en parle pas trop aussi, puisque, tu vois, j'ai encore ce truc de légitimité de ça n'existe pas. Après, on va commencer à dire que j'ai fait des détournements d'argent. Voilà. Bon, en tout cas, ça existe ici maintenant. Et donc, du coup, ce podcast, il sera diffusé. Et bravo Merci. Pour cette initiative. Ouais, c'est un épisode plein de rebondissements, plein de nœuds à dénouer. On revient dans le passé. Donc un épisode qui te ressemble. C'est vraiment. Un épisode un peu fouillis, mais ça a quand même du sens. Rien. Ouais. un vrai mélange, un peu comme ça. Mais en fait, c'est sans moi. Sans queue ni fait. tête, mais très, très clair. Quand même. Mais au final. Ouais, très clair. Il y a une suite logique. Complètement. Oui, tout à fait. Complètement. T'as vu, quand on écoute, ça fait bordel, mais c'est pas bordel. Hein. Ouais, et puis je pense que quand on écoute aussi, ça force l'inspiration. Donc bravo pour le parcours et puis pour la façon de se relever. C'est édifiant. Donc bravo. Et Merci. puis en effet, on espère t'avoir sur la saison 2. Inch'Allah. Épisode 2 où tu nous raconteras tes nouveaux pouvoirs et tes nouvelles missions. Ouais. Ouais, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder ? C'est une bonne question, ça. C'est la seule question qui t'a laissé dans le silence. Soit ça veut dire qu'il y a trop de trucs à dire encore. Non, ça veut dire que tout est bon à dire et en même temps, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Non, je pense qu'on peut en garder pour la saison 2. Je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées. C'est parfait. Si t'es en paix avec cet épisode, en tout cas, c'était... Ah oui, je suis en paix. Non, oui, je peux dire un truc, mais après, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit. C'est plus s'il y a des entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui ont peur de se lancer ou de changer ou qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes. Ou parce qu'ils ont eu des vies un peu... Moi, il y a plein de gens avec qui je parle qui ont eu des vies, laisse tomber le parcours. Parce que là, on a parlé beaucoup du pro, mais personnellement, vous vous doutez bien que voilà. Épisode 2. Ouais. C'est pas qu'on vient de milieux difficiles ou histoire familiale un peu difficile, qu'on peut pas devenir des multimillionnaires ou monter des business qui cartonnent
ou même être sain d'esprit. On n'est pas tous obligés d'aller à l'hôpital. Les fous, ils sont pas tous à l'hôpital, mais on n'est pas tous obligés d'y aller aussi. Merci. Merci Namasti, merci Hélène, merci Shems. Merci, sorry. C'est la première insulte qu'on a dans ce podcast. Non, merci infiniment. Et, je te remercie également d'avoir lâché les chevaux et d'avoir expliqué ton parcours. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent te connaître à travers ce que tu leur donnes, et parce qu'ils voient ce que tu leur donnes sur les réseaux sociaux. Ouais. Et maintenant que tu leur donnes autre chose, je pense que ça va changer un peu la vision. Mais en vrai, je l'ai fait parce que c'est toi. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que je parlerai de ça dans un média public, commercial, vendu? Je ne pense pas. Mais ici, on a le temps long, on a le temps d'installer vraiment et de dire ce qu'on veut en toute Non, mais même, vous êtes des vrais. Il y a des gens là, s'ils pensent que je suis superficiel, donc à penser, je m'en fous. Je suis championne d'Afrique, je fais ce que je veux. Toujours aussi humble en tout cas, ça n'a pas changé. C'est important. C'est important. Bah, écoute, j'espère que tous les auditeurs se reconnaîtront ou seront inspirés par cet épisode. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être de plus en plus nombreux de semaine en semaine. Merci de nous rejoindre aussi sur l'Instagram et de faire vivre cette communauté et puis ce podcast en images aussi. On continue ce travail de SAP aussi, donc mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à envoyer un commentaire, un avis, un message, on les lit et ça nous fait plaisir. Continuez à nous envoyer vos DM, continuez à nous envoyer cette force-là, commenter les contenus, c'est vraiment engageant et ça fait plaisir. J'essaye de me concentrer alors que tout le monde est en train de s'affairer à faire des images autour de moi. Et ça, c'est pour vous produire le meilleur contenu possible. On te laisse faire ta déballe comme ça. On n'écoute même plus. C'est bon, c'est validé. J'ai fixé un point fixe sur la table pour pas me laisser perturber. J'essaye de comprendre ce que je dis. Non, on est ensemble. Non, mais c'est vrai, c'est important, ces histoires de étoiles, commentaires. Ça, ça fait plaisir. On vit dans un monde d'algorithmes où si on veut du bon contenu et si on apprécie ce contenu-là, il faut aussi le soutenir de cette façon-là. Exactement. Laissez-nous continuer à exister et on vous donnera le meilleur. On est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace.